Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Et Laurent. Hello. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Dedo. Ciao. Comédien, musicien et maintenant auteur de bande dessinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, au contraire, je suis très content de faire partie de ce podcast. Alors voilà comment se passe le PIFcast. Nous commençons toujours par l'œil du pif, une séquence dans laquelle nous parlons du tout dernier film marquant que nous avons vu dans le genre. Puis nous parlerons évidemment de ta bande dessinée White Spirit, illustrée par Weldon Son et publiée aux éditions Delcourt et déjà disponible en librairie, pour ceux qui la cherchent tout de suite. Et tu te prêteras au rôle de programmateur du PIF en donnant tes choix pour certaines séances du festival. Et enfin, c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôturera ce podcast. Et on en reparle tout à l'heure, bien évidemment. On commence donc par l'œil du PIF et on commence avec Laurent. Ah ouais, direct. Mon œil du pif, le titre c'est Changwol, ça c'est le titre original, c'est un film coréen que j'ai découvert au dernier festival de Gérard Armé, qui n'est pas sorti je pense au moment où vous écouterez cette émission. Ça s'appelle Rampant en titre international, c'est donc un film de zombies en costume. Toute ressemblance avec la série Kingdom de Netflix n'est pas innocente, c'en est même assez hallucinant puisque en gros c'est la même histoire. C'est pas seulement juste le principe qu'il y a des zombies à l'époque féodale coréenne. Non, c'est le roi est contaminé, les zombies se cachent la nuit pour n'attaquer que le jour. C'est un prince qui va essayer de sauver toute l'histoire. Enfin, c'est assez troublant à tel point que je me suis dit c'est pas possible de y avoir une base commune, une bande dessinée, un roman, je sais pas. Et visiblement non. C'est deux projets qui se sont lancés en parallèle. Donc je sais pas qui est allé intercepter les emails de l'autre pour se dire putain c'est une bonne idée ça, on va essayer de le faire avant. Le fait est que voilà, les ressemblances sont assez troublantes. Au-delà de ça, ça n'empêche que Rampant est un excellent film, je trouve bien plus efficace que la série Kingdom sur Netflix, parce que ça a l'avantage d'être resserré comme un film. Donc ça fait 2h09 et tandis que Rampant, je crois que c'est 6 épisodes d'une heure. Et, Kingdom, pardon, oui, c'est 6 épisodes d'une heure, tout à fait. Merci Cyril, heureusement que tu guettes. Quelle vieille merde. Et puis ça fait toute la différence parce que il faut aller vite pour raconter l'histoire, et du coup on a vraiment un scénario qui prend des bonnes grosses ficelles à l'ancienne avec un méchant mais bien enculé, un gentil prince un peu à l'Indiana Jones qui a pas trop envie d'y aller, tu vois, mais qui va quand même être amadoué par le sort de tous ces pauvres gens et qui va quand même se montrer héroïque. Donc, et d'une jeune fille quand même. Et d'une jeune fille bien sûr. Qui fait basculer. D'ailleurs c'est un dragueur un peu invétéré à la Nicky Larson au début, c'est assez marrant. Ouais. Et au final c'est ultra efficace déjà parce que ça a une putain de gueule. C'est quand tu vois un mec, un sabreur virevolter dans des chorégraphies à la hongkongaise et trancher du zombie vénère, qui ressemble d'ailleurs pas mal aux vampires de 30 jours de nuit d'ailleurs. Ils ont des dents aiguisées et tout. Enfin, ils sont assez flippants les zombies. C'est à moitié vampires, à moitié zombies, mais ils sont bien flippants, ils sont bien agressifs. Et voilà, on a l'impression de voir un gros blockbuster hongkongais d'aujourd'hui. Enfin d'aujourd'hui, c'est-à-dire si ça avait été tourné aujourd'hui. Pardon. L'émission précédente, c'était Véronique qui était malade. Elle m'a filé sa maladie, donc maintenant elle a retrouvé sa voix, et moi j'ai une voix de merde et je tousse tout le temps. Ça va pas être pratique. Moi ça va pour ceux qui s'inquiètent. Gna gna gna. Pardon. Et donc voilà. Donc Rampant, c'est un pur plaisir de cinéma de cinéma de genre basique, certes, mais ultra efficace, fait avec une attention aux détails. De tous les instants et de toutes les catégories de création du film, costumes, musique, etc. C'est un pur plaisir et je vous invite à y aller dès que c'est visible en France. Et ça, je sais pas quand ce sera. Je crois ça sera, il y a une sortie prévue ou pas? Ah bah je sais pas, je crois pas justement. On l'avait spoté nous pour le PIF. En fait, on devait le voir. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut qu'on décide d'arrêter la programmation et voilà. Et en fait, le film venait juste de sortir en Corée et en fait, il faut qu'il nous sorte un lien. Il fallait encore attendre une semaine ou deux et on a dit bon, c'est ça, ouais. Donc on a décidé de passer, donc c'est dommage, on a loupé un bon film mais on pouvait pas le voir avant de boucler, donc t'es un peu coincé. Non, mais en plus on l'attendait vraiment celui-là. Ouais. Et tu l'as vu des d'autres? Ouais, je l'ai vu aussi à Gérard Mer. Je lui ai trouvé plein de qualités, quelques mini-défauts, mais j'ai trouvé que la sous-intrigue politique prenait un poil trop de place par rapport au récit et qu'on aurait pu y gagner dans le rythme un peu. Mais ça c'est un peu le léger défaut inhérent aux productions asiatiques. Le sidekick est parfois un petit peu trop caricatural dans l'humour. C'est vrai. Mais ça va. C'est vraiment des micro-détails
détails derrière, comme dit Laurent, c'est un vrai plaisir, très fun. C'est hyper bien shooté, extrêmement bien chorégraphié. Donc voilà, vous pouvez y aller sans aucun souci. C'est la boîte de prod, cas de vente de Train to Busan. Hein. C'est les mêmes personnes derrière en fait. Tout à fait. Et au scénar, on retrouve des mecs qui ont bossé sur All Boy, sur La Mémoire assassine. Sur The Wig aussi, j'avais bien aimé. Ah ouais, The Wig. Ouais, c'est pas mal. Le film une de histoire de perruque hantée. perruque. Exactement. Ah oui, un film de perruque hantée. Oh là là. C'est au moment où la J-Horror cartonnait partout et que toute l'Asie se mettait à en faire et qu'il fallait trouver des trucs hantés. Il n'y a pas encore eu les brioches hantées, voilà. mais ils sont sur le coup. Ça serait tardé. Xavier? Ouais, alors moi je vais vous parler vieux films et même plus précisément film VHS. Comme on a fait une blague tout à l'heure sur les supports. Moi je vais vous parler donc du film La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Film de 1970. Ouais, l'original. J'ai pas vu ça. Donc en fait, il s'agit d'un film de Anatole Litvak, réalisateur de La Fosse aux serpents en 48. Moi, un film que j'avais découvert par hasard en bossant dessus et que j'avais adoré. Et puis en fait, il y a pas longtemps, j'ai eu envie de m'intéresser un peu plus à sa carrière et je suis tombé là-dessus. Et j'ai été quand même agréablement surpris. En fait, il s'agit de l'adaptation du roman de Sébastien Japrisot, qui est donc l'auteur de L'été meurtrier, Un long dimanche de fiançailles, et surtout scénariste de Histoire d'eau. Les connaisseurs se reconnaîtront. Alors, le synopsis. Avec Udo. Oui, c'est Udo vrai. Kier. Udo. Et la suite avec Qui avait dans le deuxième Il y avait Kinski et. C'est vrai qu'il y a la suite du Sordo, c'est les fruits de la passion. Ah oui. Et il y a Kinski qui se fait prendre en c'est levrette Dombal, par Dombal, Dombal. C'est pas Histoire Grand P. film. C'est pas Histoire de P. C'est Non, dommage. Parce qu'après O, c'est P. Ah, non, ok. Donc en fait, le synopsis, c'est Danny, secrétaire d'un homme d'affaires, accompagne son patron et son épouse à Orly. Celui-ci la charge de ramener la voiture à Paris. Mais Danny se trompe d'embranchement et s'engage sur l'autoroute du Sud. Elle est bientôt prisonnière de la file de vacanciers qui partent pour le soleil. Danny est néanmoins heureuse de profiter de la belle journée et de la superbe Ford blanche de son patron. Et soudain, le rêve se mue en cauchemar. Quelqu'un va l'assailler dans les toilettes et de nombreuses personnes commencent à dire qu'ils l'ont vu la veille, roulant dans l'autre sens. Est-ce qu'elle devient folle ? Donc en fait, le film est vraiment très étrange. Comme je suis tombé dessus par hasard, je ne connaissais pas du tout le pitch. Et je me suis fait cueillir tout de suite. La réalisation, on est vraiment dans cette période 70s où tu as encore des relents de psychédélisme dans la réalisation. Mais c'est quand même très bien utilisé. C'est vraiment pour donner une ambiance étrange. On n'est pas dans les gros délires qu'on pourrait avoir dans les films purement 60s. Et, Je veux dire, c'est pas du Jess Franco, quoi. Non mais par moments ça ressemble à du Jess Franco en fait. Il y a des passages il y a des moments ça pourrait ressembler. Dans les Ouais. appartements ça fait un peu à la Jess Franco. Il joue sur les optiques et Je tout. précise que j'adore les délires de Jess Franco. Ah bah oui. Et donc du coup, dans la distribution, c'est là où ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Donc tu as Samantha Eggar et Oliver Reed. Donc on voit pour la première fois, enfin en tout cas de mémoire, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble avant de jouer plus tard dans Chromosome 3. J'ai pas trop envie de vous donner plus de détails sur l'histoire parce qu'il faut vraiment essayer de garder au maximum la surprise de la chose. Moi j'ai pas vu la version de Johannes Farr et pour l'info, la version de Johannes Farr en fait c'est la 5e adaptation du roman. Ah oui, il y en a eu tant que ça. Ah ouais, putain. Ouais. C'était un best-seller de l'époque ou juste vraiment tout le monde a dit il faut l'adapter à tout prix ce film? Non, Enfin, ce bah bouquin. en fait déjà le mec quasiment tous ses bouquins Ou est-ce que c'est libre de ils droit sont ultra réputés et tout machin et non enfin pourquoi celui-là précisément je sais pas mais celui-là il a vraiment il plaît vraiment à tout le monde, c'est même Tarantino il aime le roman et c'est lui qui a présenté le film à un moment en France, je sais plus dans quel festival, enfin il y avait un truc assez particulier et il y avait une rétrospective uniquement sur l'année 70. Voilà, et c'est un des films qu'il a sorti. Enfin, c'est vraiment mortel. Et le truc qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, dans la dernière émission, on avait fait une spéciale Exploitation où j'avais parlé de déviation mortelle. Et en fait, j'ai retrouvé beaucoup de points communs avec La Dame dans l'auto. Le fait que tu découvres l'histoire Ouais. peu à peu par les. Tu découvres l'histoire peu à peu. par les témoignages et Il y a tout. tout un jeu. En fait, tu as tout un jeu de rencontres du microcosme de la route que tu vas rencontrer potentiellement plusieurs fois. Et ça donne vraiment, ça en rajoute dans ce côté étrange, mais contrebalancé avec toute une ambiance, je vous dirais un petit peu carte postale, parce que du coup c'est très bien filmé et en fait il a parfaitement su retranscrire l'ambiance
purement 70s. Et la musique est géniale dans les Et souvenirs. la musique, c'est Michel Legrand. Donc, Ah oui. voilà, quoi. J'ai vu le film il y a longtemps, Voilà. mais je me souviens que la musique m'avait marqué. Ah ouais. Et d'ailleurs, le générique de fin, c'est chanté par Petula Clark. Ah. Voilà, pour le petit détail. Voilà, en tout cas, bref, si vous avez vu la version de Johannes Farr, je ne sais pas si c'est équivalent. Le fait est que j'ai beaucoup entendu dire que c'était extrêmement esthétique comme film. C'est Manu Dacos à la photo, je Je crois, crois. du Johannes Farr. il me semble. Ouais. Et en tout cas, dans la version de 70, on était déjà dans un délire très très esthétique. Tous les Après, bâtiments, il y a des trucs architecturaux qui sont Ouais. très 70s, très. Ouais. Genre, pas anguleux, mais avec des formes un peu bizarres et tout. Je me Ouais, souviens tout aussi à de fait, miroir. Enfin, voilà. C'est un très joli film en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, ouais, je vous conseille le film, c'est vraiment super cool. Voilà. Dedo, tu veux nous partager? Ouais, moi j'ai revu récemment justement au festival de Gérardmer, parce que je dis Gérardmer, je m'en fous. J'ai redécouvert le Maniac de Lustig d'époque et j'ai pris une claque tellement je me suis dit mais c'est fou, comme j'avais oublié à quel point c'est moderne. C'est-à-dire que c'est un film qui aurait pu être fait maintenant. C'est incroyablement baroque. Dans ce que ça dégage esthétiquement, on est dans un glauque assez parfait. L'interprétation du personnage principal, c'est longues saillies de logorées, de monologues ultra flippants avec ses atermoiements par rapport à sa mère et tout, plus le côté, pour pas trop spoiler pour les gens qui l'ont peut-être pas vu, mais bon, voilà, il dort avec des mannequins, il aime bien leur mettre des perruques, c'est des cheveux qu'il a récupérés de certaines de ses victimes. C'était vraiment une redécouverte de ce choc, de ce film qui date des années, c'est quoi, fin 70, début 80 80, je crois. 80 piles, bon bah voilà. Et je me suis dit que vraiment 82. c'est un film qui aurait pu trouver sa place dans les productions actuelles. Je suis pas hyper fan du remake, même si je lui trouve des qualités, mais ça m'a fait du bien de revoir un film de cette époque que j'avais un petit peu quelque part oublié. J'en avais un souvenir VHS de l'époque de Vidéoclub en me disant ouais c'était bien, mais là j'y ai retrouvé des qualités que j'avais oubliées et j'ai été assez bluffé par ça quoi. Le jusqu'au-boutisme de l'entreprise, c'est choc, c'est bien foutu. Les effets visuels de gore. Les effets visuels de gore sont pareils. Il y a une scène où il déboule à un moment, il y a un couple dans une bagnole. C'est la scène de la voiture. La scène de la C'est voiture. la plus belle explosion de tête incroyable. de l'histoire du cinéma. Pour Elle moi. est C'est extraordinairement bien réalisée. Le Stig, il était au sommet. Enfin, ouais. il a jamais fait mieux Non, en termes de c'est réa. même si Il y a même j'adore. Tom Savini Tom derrière. Savini derrière. C'est un C'est fou, la même quoi. chose quoi. C'était vraiment, ils étaient à son apogée. J'aime D'ailleurs, beaucoup. c'est lui qui se fait péter le crâne. Tout à fait. Ouais, qui est Ouais. dans la voiture avec la jolie jeune fille. Et effectivement, Maniac Cop reste un truc sympa, mais C'est moins glauque, on va dire. voilà, là on a vraiment c'est la panacée la plus totale Le de truc, c'est cette époque. Tu pourrais pas par William retourner le Lustig. film à New York aujourd'hui parce que New York, le New York tel Ah oui, qu'il il est, ressemble il plus existe du tout. Ouais. Faudra aller dans des Non, des t'as- métropoles asiatiques, des T'as trucs comme juste ça. quelques films qui ont réussi à capter ça à l'époque. Je sais pas, Basket Basket Case. Case, ouais. Basket Case, ouais, complètement. Ah, c'était les Cette- frères amis, Ouais. Alan Lutter et Lustig, ils faisaient les mêmes types de films au même moment. Voilà. Et c'était inhérent au New York de l'époque qui était hyper glauque et flippant Dangereux, et ouais. dangereux, alors que c'est vrai que maintenant New York c'est plus une Bah, c'est- capitale dont on avait- touristique. Ça quoi. s'est gentrifié du coup maintenant. Un film dont on avait parlé il y a très longtemps dans le Pifcast, c'était Vice Squad aussi, Ah ouais, Ah ouais, ouais, ah ouais. ouais, celui-là, Vice Squad. de Gary Sherman, Ah, qui celui-là, il est est pareil costaud, hein. en matière de prise de pouls du New York de l'époque, Ouais, il était ouais, assez ouais, fou ouais. aussi. Et c'est marrant parce que je l'ai revu aussi au pif, moi pour le coup. Ouais. Et je l'avais pas vu depuis longtemps comme toi. Et moi pour le coup, je me suis rendu compte que j'avais imaginé plein de choses. Et en revoyant le film, je me dis, mais ça y est pas en fait dans le film. Genre, Ah, t'avais ouais. extrapolé les scènes toute ouais, seule. il y avait eu des. C'est hyper violent, hyper glauque, gore, tout ce qu'on veut. Mais mon imagination avait rempli quelques trous en fait. C'est comme Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, beaucoup de gens pensent que c'est ultra gore, ultra violent, mais c'est Mais c'est le l'imaginaire. mental. Ouais, c'est ça qui fait En fait, finalement, quand tu vois le film, il est pas tant Ouais, t'as- maniaque honnêtement, et gore. Il y a pas oui, de ouais, dessus, Maniac est mais beaucoup plus voilà, gore, effectivement. voilà. Massacre à la tronçonneuse, t'as 3 gouttes de sang, t'as un plan gore dans tout le film. Ouais. Non, c'est effectivement des choses qu'on l'ambiance, voit ouais. pas. Et pour Massacre à la tronçonneuse, moi je l'avais redécouvert en 4K à l'époque où il était ressorti Au au Grand Grand Rex, Rex. ouais. Et c'est fou à quel point le sound design Ouais. qu'ils avaient remixé rajoutait des trucs dans le film où j'étais là, mais je l'ai jamais entendu ce Les moment-là. cours dans la Les forêt, respirations, avec, les courses. Elle hurle avec le C'est derrière. comme quoi c'est important quand même le son hein, pour les Et- gens qui disent ouais c'est pas très. Non si quand même hein, ça apporte beaucoup à un film. C'est un peu. Est-ce que le montage est important dans un film? Ça peut Par jouer. Cadet Olivier, tu vois. Est-ce que les voix de Tu te rappelles de doublage ça Complètement, c'était très marrant. Véro? Moi j'ai vu Les Envoûtés de John Ah. Schlesinger. Ah, génial. Alias The Believers en anglais. Un film de 1987 américain. Rapidement, le pitch, c'est Cal Jamison, joué par Martin Sheen, qui vient de perdre sa femme dans un tragique accident domestique qui est arrivé sous les yeux de son fils, son jeune fils Chris. Accident d'aspirateur. De Ouais, cafetière. c'est vrai, putain, j'étais pas si loin. C'est Je me rappelle- ménager. Alors, C'est j'ai ménager, j'ai hein, pas vu t'inquiète le pas. film depuis très longtemps et je me rappelle
globalement de l'ambiance, mais je me Ouais. rappelais pas des détails. Et donc en fait, je pensais à un accident domestique, tu vois, genre un truc plus. Mais d'ailleurs, si genre je peux une chute dévoiler d'escalier, truc un comme ça, détail, quoi, mais- à un moment donné, il y a du lait qui tombe et le mec éponge avec ses chaussettes. Bon, ne faites pas ça, en fait, ça se fait pas. Mais bon, on reparlera de chaussettes avec des dos tout à l'heure, n'est-ce pas? Oh, l'art de la Hey. transition. Et donc, après ça, il essaie de reprendre une vie normale, sauf qu'il est psychiatre pour la police, donc ça aide pas trop. Et justement, il y a un flic qui est impliqué dans une sombre affaire sordide même, affaire de meurtre rituel sur des petits garçons. Donc forcément, c'est pas très gai pour lui. Juste le flic en question est joué par Jimmy Smith, un comédien que j'aime beaucoup, qu'on a vu dans Dexter et dans Sons of Anarchy. Et NYPD Blue. Ça, j'ai pas vu. Et donc, peu à peu, il va se rendre compte qu'en fait, dans New York, il y a pas mal de gens qui pratiquent un certain culte qui s'appelle la Santeria, mais pas que. Et en fait, c'est une espèce d'ambiance comme ça une ambiance mystique il va creuser et trouver en fait cette ramification de culte, de cérémonies sorcellerie, etc. Et en fait, j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est un excellent thriller fantastique, mais aussi bien parce que c'est un thriller. Et aussi bien parce que c'est fantastique, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas genre un thriller avec quelques touches de fantastique, il y a vraiment des moments purement fantastiques. Et il essaie pas de justifier ces moments-là par des métaphores ou des trucs, comme si c'était des rêves ou quoi que ce soit. Martin Sheen est top, il a une tête ahurie pendant tout le film, il est bon pour faire ça. Ça m'a pas mal fait penser à Angel Heart, qui a été fait la même année d'ailleurs, d'Alan Parker. Il y a vraiment cette ambiance magie qui s'immisce dans la vie ordinaire en fait, et le fait qu'en fait chacun a ses cultes, ses rituels, etc. Et d'ailleurs le film il s'appelle The Believer, il est adapté d'un roman de Nicolas Conde qui s'appelle The Religion. Et d'ailleurs le scénario est de Mark Frost, donc qui après plus tard va créer Twin Peaks, donc où il y a quand même beaucoup question aussi de la vie normale qui est teintée de magie et de rituels. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans le film, c'est que justement, ça montre comment chacun a ses petites croyances. Donc, il y a même une scène dans une église catholique, tout ce qui est plus normal, où finalement, montré d'une certaine façon, tout peut sembler aussi païen et bizarre qu'un culte vaudou, en fait. Et c'est chacun se raccroche à ses petites croyances, en fait, pour survivre à la vie. Bouffer du papier, c'est pas normal déjà. Hein. Non, mais c'est pour affronter la réalité, puisqu'on revient à cet incident du début du film. Et voilà. Donc, je vais pas spoiler plus ce qui se passe, mais c'est vraiment à voir, quoi. À cette époque, je me rappelle qu'il y avait eu comme ça une petite brochette de thrillers surnaturels hollywoodiens. J'avais beaucoup aimé. C'est Le 7e pouvoir avec Demi Moore. Ah, oui. C'est 87 ça? C'est peut-être plutôt au début des années 90, Ouais, Le 7e pouvoir. Mais je sais pas, dans ma tête, c'est un petit peu le même courant de film. Jurgen Prochnow, là. Ouais. Et ça ferait un bon œil du pif, ça, ces jours, tiens. Et alors, si je ne me rappelle plus, c'est pas le même méchant que dans l'Emprise des Ténèbres, dans Les Envoûtés. C'est possible, mais je ne crois pas, non. Je ne crois pas, non. Parce que chaque fois que je pense aux Envoûtés, je pense à cette image du mec avec les yeux blancs là, qui vient des je crois que dans l'Emprise des Ténèbres, tu parles du Black, ouais. C'est pas le même mec que dans l'Emprise des Ténèbres, je sais plus. Non, il me semble pas. Qui était flippant ce mec. Il est beaucoup plus vieux. Ouais. Alors ça doit pas être le même. On peut enchaîner avec Fact-checking. Cyril et je fais du fact. Tu l'as vu où, Véronique? Alors j'ai vu sur TCM Cinéma, Oh. qui est une chaîne du câble, n'est-ce pas? Mais en vrai, d'ailleurs, je fais un big up à Franck, qui est un de nos auditeurs et qui travaille, je crois, pour eux. Et c'est une chaîne qui propose pas mal de films. Ça tue TCM. Voilà. Il faut le dire. Si t'aimes le cinéma, il faut que t'aies TCM chez toi, quoi. Toi, t'aimes TCM. J'ai du mal. Cyril, vas-y. Non, je vous parlais du 7e pouvoir. Non, je déconne. Déjà, je voudrais juste dire que. Alors, juste, c'est la 7e prophétie, les gars. Ah, prophétie. Oui, mais on s'était compris. Juste parce que Dedo a parlé de Maniac, on rappelle que le film sort chez le Shaggy Film en Blu-ray en juin prochain. Une très belle édition en perspective, donc voilà, juste pour situer ça. Et parce qu'on nous a demandé de le dire, Mad Movies, c'est peut-être Laurent qui a nous dit ça, sort bientôt, où est assorti. Il est dans les kiosques, si tout se passe bien. C'est un hors-série, un classique Game of Thrones. Qui va retracer un petit peu tous les secrets de la série pour accompagner, on va dire, l'arrivée de la dernière saison, la saison 8, qui va être diffusée sur OCS courant avril. Donc voilà, si vous avez envie un petit peu d'approfondir le sujet avant de vous relancer dans la série, il y a des papiers sur les effets spéciaux avec des propos exclusifs.
On retrace un peu tout, on retrace toutes les saisons, des portraits des acteurs, etc. Et avec le petit organigramme qu'il faut pour bien savoir qui baisse qui. Ah ouais, parce que les arborescences, là, c'est important, je pense, Voilà, pour les familles. Donc voilà, c'est en kiosque. Allez-y. Cyril ? Donc, je vais vous parler d'un film, c'est la catégorie de films que j'aime bien, c'est les films que je lance juste pour voir le début et que je regarde jusqu'à la fin. Et je vois peut-être 20 ou 30 fois, parce que, enfin, pas en même temps, je vous rassure, mais c'est des films que j'ai beaucoup vus. À l'opposé des films dont on a parlé dans le Pifcast, c'est que tu lances et que tu finis pas, c'est ça? Gratuit. Mais c'est pas faux. C'est pas faux, surtout. Mais c'est pas faux. Un film de 2013 qui s'appelle Le Dernier Pub. Enfin, le dernier pub avant la fin du monde. Ah ouais, parce que là, j'allais dire La dernière pub avant la fin de la diffusion. Avant la coupure télé. Voilà, donc un film d'Edgar Wright. Je ne vais pas dire grand chose sur le film. Je vais dire pourquoi je regarde ce film souvent, parce que je pense que beaucoup de gens le connaissent. Juste pour situer, c'est un film qui est rattaché à 2 autres films. Ils n'ont aucun lien scénaristique, mais on les rattache ensemble parce qu'il y a un moment donné dans le film une glace Cornetto qui apparaît. Et donc les premiers qu'on connaît tous, c'est Shaun of the Dead, on a déjà parlé ici, j'avais déjà moi-même parlé ici. Il y a après Hot Fuzz, qui peut-être je pense mon préféré, mais c'est chiant parce que mon préféré change tout le temps en fait, mais bon, je pense que vraiment mon préféré c'est Hot Fuzz, et le dernier pub, je vais y arriver avant la fin du monde, qui je crois celui que les gens aiment le moins des 3, oui. mais qui pourtant est immortel. Et je crois qu'on l'avait vu ensemble d'ailleurs, oui, Xavier. tout à fait, avec Fausto c'est la d'ailleurs. différence avec Edgar Wright, c'est que même quand il est un peu en dessous, c'est toujours mortel. Il est toujours au-dessus du reste. Il est pas en dessous en fait, ce film n'est Moi pas en je dessous. trouve même. Ce film parle d'un truc qui m'intéresse vraiment, c'est l'amitié en fait. Non, j'adore le sujet, c'est pas le problème. On suit donc une bande d'amis, des potes de lycée qui sont dans un village paumé en Angleterre. Leur seule occupation c'est d'aller picoler et de faire la fête et tout. Et on les voit plus tard, ce qu'ils sont devenus. Et dans le lot, il y en a un de ses amis, donc c'est joué par Simon Pegg, qui on ne le sait pas encore vraiment, mais n'a pas vraiment eu la vie qu'il aurait voulu avoir et qui décide du coup de faire un revival et d'arriver à faire ce qu'ils n'ont pas pu finir à l'époque, c'est-à-dire une tournée des bars, enfin une tournée des pubs plutôt. Qui sont, je crois que c'est 12 pubs, ou peut-être un peu moins, je sais plus combien il y en a. Et en fait, le tout s'appelle le Golden. Merde, j'ai oublié le nom. Shower. Non, t'es con. Il y a un terme. Ah putain, je pense que j'ai vu le film passer longtemps. C'est un terme pourtant. En interne, dans le film, il y a un terme pour dire le fait de faire tout le cheminement de tous les bars et tout, quoi. The Golden. Ah putain, je sais plus ce que c'est. Bref, elle va trouver. Véronique sur le fact-checking. On appellera ça un barathon. Et voilà. Donc en fait, le premier, donc Shaun of the Dead, c'est un film de zombies, d'attaque zombie sur fond de comédie romantique. Hot Fuzz, c'est une histoire de potes, mais juste de potes, enfin de potes, mais d'une amitié naissante sur fond de polar. Donc c'est plutôt des films à la buddy movie, film à la Bad Boys, machin et tout. Et le 3, c'est un film d'invasion extraterrestre. Je le dis parce que c'est très vite dit dans le film, donc c'est pas un spoil. C'est un peu plus l'invasion des profanateurs de sépulture ou faculty. Voilà, c'est plus ce délire-là dans le film, quoi. Et donc, pourquoi ce film est génial? Parce que c'est ce que j'aime chez Edgar Wright. D'ailleurs, je vous conseille un jour de voir les bonus de Shaun of the Dead. Vous allez voir comment ils font pour travailler leur truc. Mais c'est que le film est rempli de strates, d'histoires, d'idées qui font que même quand tu regardes la 16e fois, tu fais putain, cet acteur au fond va avoir un sens plus tard, et vraiment c'est jamais rien laissé au hasard. Et ils expliquent dans les bonus de Shaun of the Dead comment ils font, c'est qu'en fait ils ont une sorte de paperboard et ils écrivent plein de trucs et ils rajoutent, c'est comme un oignon, ils rajoutent des couches jusqu'à obtenir un truc parfait. Et plein de gens pourraient passer à côté et juste voir un film qui est bien déjà naturellement, mais c'est un film que je trouve se voit bien souvent et comment dirais-je, subit très bien le fait d'être vu plein de fois. C'est le Golden Mile. Golden Mile. Donc avant de vous laisser la parole sur le film, juste un tout petit mot. C'est, je pense, de tous leurs films, leurs 3 films en tout cas de cette trilogie, celui où il y a le plus de stars, enfin de personnalités anglaises qui comptent, d'acteurs, des fois pas très connus du grand public. Il y a des gens très connus comme Pierre Brosnan dedans, qui avait été déjà dans Hot Fuzz et qui est réapparu là-dedans. Timothy Dalton, tu voulais dire. Hot Fuzz, c'est Timothy Dalton. Ouais, putain, je suis con, je les confonds, mais c'est 2 James Bond, forcément. C'est Roger Moore. Roger Moore, voilà. Non, mais par exemple, on a le duo de touristes, donc Alice Love et Steve Oram. Alors, Alice Love, il y a un lien avec le PIF, elle avait fait Prevenge en tant que réalisatrice, on l'avait passé il y a quelques années. Donc, c'est les 2 acteurs principaux de touristes qui sont à la base des comiques dans la vraie vie. Et elle jouait dans Hot Fuzz, elle d'ailleurs. Elle a un petit rôle. Dans Hot Fuzz aussi, voilà. Et on a Bill Nighy qui dans leurs 3 films, mais cette fois fait juste une sorte de voix. Il fait une voix à la fin, je ne dis pas quoi, mais il fait une voix à la fin. Il y a Rosamund Pike, bien avant Gone Girl, qui joue dans le film. Il y a James Bond Girl. Oui, elle était en putain lequel Rosamund Pike, c'est pas dans celui avec Madonna, je crois. Ça me dit rien. Ah ouais? Die Another Day, c'est avec Madonna. Ouais, je crois qu'elle est James Bond Girl dans Die Another Day. Il y a Martin Freeman qu'on a vu après dans Le Hobbit, qui joue dans Sherlock Holmes et tout. Voilà. Et il y a aussi des moins connus. Il y a un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Eddie Marsan, qui joue dans Une Belle Fin. C'est un acteur qu'on voit pas souvent mais que j'adore et tout. Il y a aussi
Michael Smiley qui jouait dans Kill List et qui fait le Reverend Green dans comment s'appelle World's End. Voilà, enfin, c'est plein d'acteurs que j'adore, vraiment très très bon anglais. La photo, c'est toujours Bill Popp qui faisait la photo de Matrix et qui fait la photo de Hot Fuzz et de celui-là, et voilà, qui fait aussi la photo de Team America, World Police. Il y a plein de morceaux de musique de dingue dans le film. Enfin, genre moi j'ai même découvert des groupes très connus mais que je ne connaissais pas, comme Primal Scream. Je connaissais pas du tout, mais j'ai découvert que c'est la musique qui ouvre le film. Et à la musique, l'OST, parce que souvent les OST de ces films sont très très bonnes, mais en fait, comme les morceaux connus, le masque, on a tendance à l'oublier. Mais là, il y a Stephen Price qui avait fait Gravity et qui a fait plus tard Baby Driver avec Edgar Wright, que j'aime beaucoup moins. C'est le seul film sur lequel je suis pas fan de tout ce qu'a fait Edgar Wright. Et voilà, donc je vous laisse maintenant dire des choses comme ça. C'est vraiment un film que j'adore regarder, re-regarder et re-regarder et re-regarder. Moi j'ai que 2 trucs à dire. D'un, je conteste totalement ton allégorie de l'oignon. C'est-à-dire qu'un oignon, on ne le recouvre pas de couches, on enlève les couches. Oui, mais voilà. quand il s'est créé. Non. Et surtout, un oignon, c'est pas parfait. C'est sûr et Non, mais certain. quand il s'est créé, l'oignon, à la naissance, l'oignon, ses couches s'agrandissent. Qui a créé l'oignon ou... Eh bien, c'est maman oignon et papa oignon. Bon, voilà. Deuxièmement, j'explique pourquoi c'est celui que je préfère le moins dans la trilogie. Que j'aime le moins, parce que je préfère le moins. Oui, bon, bref. Si. Oui, ça marche. C'est juste que c'est super fun à regarder. Je trouve juste que c'est assez répétitif dans la structure. C'est lié au fait que bon, il faut faire un bar de plus à chaque fois, mais c'est quand même à chaque fois un bar, on boit, on se frite, un bar, on boit, on se frite. Ouais, c'est Très un vite, peu ça mécanique. s'accélère. Hein. Ah, moi, je trouve vraiment que les scènes d'action sont beaucoup trop proches en termes de concept. Donc voilà, au bout d'un moment donné, j'étais plus spécialement étonné. Alors après, il y a la maestria, c'est drôle, etc. Et c'est touchant, des histoires de potes qui n'ont pas vraiment accompli le rêve. Et ça fonctionne super bien. C'est juste que cinématographiquement, c'est celui qui m'excite un peu le moins parce que c'est celui qui, au bout d'un moment donné, ne me surprend plus en matière de scènes un peu barges. Voilà, c'est tout. Et moi, je trouve que tu disais que le dernier parlait d'amitié, mais en fait, pour moi, la trilogie Cornetto parle d'amitié. Oui, c'est vrai. Les trois Il y a vraiment un parlent focus, de... on va dire. C'est vraiment le histoire thème d'amour dans le récurrent. 1. Voilà, c'est ça. Mais c'est des choix par rapport Ouais. à privilégier une situation ou une autre. En fait, c'est souvent des choix dans la vie par rapport à ce que vont subir les Bah, personnages. le nerf, c'est l'amitié parce que la preuve, la fin de Shaun of the Dead, c'est Ils se You're retrouvent my avec best son friend, ils zombie. sont tous les deux côte à côte. Exactement. Voilà, donc c'est Donc c'est quelque chose filigrane, qui, tu voilà. sens que c'est très important à mon avis dans la vie des scénaristes et c'est très bien traité. Et je comprends pourquoi Laurent. Je pense qu'effectivement il y a une efficacité qui est moindre malgré tout dans le troisième. Ne serait-ce que dans le rythme et dans le rythme même comique. Mais c'est vrai que qualitativement ça reste au-dessus de nombreuses comédies, tout pays confondu quoi. Donc effectivement c'est des très très dans bons Hot auteurs. Fuzz, t'as la scène, t'as le gunfight général, t'as la scène de baston Godzilla au milieu du Hot Fuzz, village. t'as un Tu vois, t'as Whodunit, des- Non, mais ce que j'adore chez Hot Fuzz, c'est que tout le long du film, tu as une piste trouvée par Simon Pegg et Nick Frost qui est valable. Mais en fait, quand tu te rends compte que la vraie raison de tout ça est une autre piste qui est aussi valable Ouais. mais beaucoup plus loufoque. Et j'adore c'est le fait qu'il y avait dans l'intrigue une sous-intrigue Oui. et tout. Voilà. Mais non, mais je te parle juste en termes de scènes d'action, de moments saillants c'est plus cinématographiquement. dans C'est les que dialogues dans le 3 je trouve qu'il y a quelque chose. Tu vois le fait que tout le long Simon Pegg et chaque fois qu'on dit quelque chose il dit toujours qu'il a raison tout le temps, mais ça servira à la fin pour le dénouement final. Enfin, il y a plein de trucs comme ça Oui. Non, qui mais sont répétés. Voilà, quoi. Xavier, t'avais aimé toi, souvenir Ah oui, mais moi justement, ok, je peux comprendre le côté moins efficace, mais c'est le plus touchant des trois, quoi. C'est, Ah, tu trouves ouais. En fait, Simon Pegg, il y a un Moi, Shaun plan. of the Dead, je le trouve Ah ouais, très Shaun touchant. of the Simon Dead. Pegg, dans le plan du film, dans les pubs, c'est à un moment donné, il y a Simon Pegg, on voit en fait un bracelet sur sa main et on comprend en fait en un instant en fait la vie qu'il a eue. Ouais. Et d'un coup, ça tombe dans le dramatique, mais d'assez vénère, je trouve. Et ça, dans les autres films, il n'y a pas ce truc-là d'un seul coup hyper dramatique. C'est le seul qui va aussi loin dans le dramatique, en fait, je trouve. Ouais. il y a un peu ça dans Shaun quand il y a, si je me rappelle bien, c'est la famille de la nana qui meurt. Il y a son père. Son sa mère. père, Et tu vois, bizarrement, ça, c'était- c'est Son moins. beau-père. Là, ça dit vachement de choses sur le mec qui était le Oui, bien King, sûr, ouais, ouais. Gary King. Et tu te rends compte qu'en fait, il dit, on me force. Enfin, je sais pas spoiler aux gens, mais il raconte sa vie. En fait, et c'est super. Moi, ça m'a fondu le cœur, quoi. Mais toi, t'as pas de cœur, donc tu t'en fous. Moi, ce que j'avais trouvé d'incroyable dans Shaun of the Dead sur la trilogie Cornetto, vu qu'on en parle, c'est qu'ils ont réussi, et c'est la première fois que je vois ça personnellement, à mettre de l'émotion et à faire une bascule dans l'avancée du scénar et dans le drama à un moment clé de la fin où le personnage pète. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire d'avoir Ah oui. mis de l'émotion là-dedans. Parce qu'il le Ça, fait pour c'est faire dingue. rire une dernière fois son pote Ouais. parce qu'il sait qu'il va mourir. Et j'étais là, waouh, c'est des génies. Ils ont réussi à rendre un paix touchant. Ouais. C'est incroyable. Et drôle. Et drôle à la fois. Donc c'est vraiment d'incroyables auteurs. Et Véro, Oui, bah moi aussi c'est Shaun of the Dead, mais on en avait déjà parlé, mon préféré dans la trilogie. Le dernier pub, je l'ai pas revu, je l'ai vu au cinéma, depuis je l'ai pas revu, mais j'avais soif après, c'est tout ça, je me souviens. Bravo. bon, c'est un effet Sous comme un l'arbre. autre. Hein. Bon, on passe au dossier du jour.
vous êtes un spectateur régulier du PIF, vous l'avez forcément croisé au Max Linder, je dirais au premier étage au fond à gauche, c'est ça à peu près? Ah souvent, ouais, bien vu. Ouais, Ça fait un peu peur, ça fait un peu stalker, mais ok. En fait, c'est mon coin aussi, donc je t'ai déjà vu. Et c'est pas pour rien, Dedo, tu es un amoureux du genre. Ça transpire dans toutes tes expressions artistiques et donc dans la dernière en date, la bande dessinée White Spirit, illustrée par Weldon Sun et publiée aux éditions Delcourt. Peux-tu nous raconter la genèse de ce projet? La genèse de ce projet, c'est Davy Mourier, qui est directeur de collection maintenant chez Delcourt, qui est un auteur qui est connu justement pour, en tout cas massivement pour un de ses recueils qui s'appelle La Petite Mort, où il met en scène justement une famille de morts en fait. C'est-à-dire que c'est une famille, c'est des Grim Reaper, donc il y a papa Grim Reaper, maman Grim Reaper et la petite mort, et donc il lui enseigne ensuite à faire le métier. C'est assez noir et marrant. Et donc il est devenu directeur de collection, et il avait demandé à quelques-unes de ses connaissances s'il y avait des gens qui avaient des histoires qui potentiellement pourraient devenir éventuellement des albums. Donc il a sondé, et quand il m'a dit ça, étant moi-même amoureux de la BD, j'ai dit oui, il faut que je... Et en fait j'ai fouillé juste dans mon coffre à idées, on va dire, et j'avais écrit une nouvelle quand j'avais 21 ans qui était un peu l'ébauche de ce qu'allait devenir donc cet album, mais qui était vraiment à l'époque écrit sous une forme de nouvelle, comme un journal, vraiment à la première personne. Et donc après je lui ai présenté ça, il a trouvé ça cool, et ensuite j'ai fait en sorte de rendre cet écrit-là sous forme de scénario qui se rapprochait plus justement d'un scénario de BD. Donc dialoguer le truc, rendre l'histoire un peu plus narrativement accrocheuse et dans l'avancée des choses. Et puis à partir de là, j'ai commencé à scénariser et dialoguer et tout ça. Et ça a pris du début jusqu'à la sortie de l'album, le temps de aussi faire coïncider les emplois du temps de tout le monde, y compris du dessinateur forcément, vu que c'est lui le metteur en scène final malgré tout. Ça a dû prendre un peu plus de 2 ans, à peu près 2 ans, je pense. Quand même. Ouais. Et du coup, tu l'avais tout de suite pensé pour que ce soit illustré ou Pas du tout. À l'époque, c'était vraiment histoire d'écrire. J'écrivais ça et je me suis jamais dit ça deviendra un album, mais comme quoi c'est toujours bien de créer quelque part, parce qu'on sait jamais ce que ça peut devenir potentiellement dans un futur plus ou moins proche. Ça aurait pu être un film, ça aurait pu être un album de musique, ça aurait pu être plein de trucs. Ça sera peut-être un film un jour. Ça sera peut-être une marque de gâteau, on sait pas quoi. Ça peut se développer. J'adorerais que ce soit un film, je sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, c'est une expérience que j'ai toujours rêvé de faire, et ça m'a vraiment plu. Je me demandais si j'en aurais été capable, dans le sens où, mine de rien, je me rends compte que mettre en scène une bande dessinée, c'est quelque part faire une sorte de storyboard assez élaboré, dans le sens où moi, en tout cas de la manière dont je l'ai construit, j'étais assez précis dans ce que je voulais dans les cases et dans la pagination générale. Donc tu te rends compte que c'est presque un travail de metteur en scène. Le rythme, ça, tu savais à peu près, il fallait qu'il y ait tant, là, plutôt une grande image. Ouais, complètement. Ouais, ce que je voulais en pleine page, le nombre de cases, ce que je voulais dans les cases, le fait que j'essayais au maximum. Et c'est peut-être un des légers défauts que j'y trouve peut-être à la lecture, de faire un page turner, c'est-à-dire que j'essayais de faire en sorte que on ait régulièrement, quand on est à la fin de la page, envie de tourner pour voir la suite. Donc il y avait des accroches, il y a des accroches perpétuelles. Ça m'a toujours fasciné quand tu lis les bonnes BD, tu t'en aperçois en fait. Ouais. Enfin, soit tu t'en aperçois pas, c'est super fluide, mais quand tu t'intéresses un petit peu à la façon dont une narration est construite en BD, c'est vrai que c'est une vraie science de ne pas donner l'impression qu'une mise en case n'est calculée que pour arriver sur cette case finale qui va te donner envie de tourner la page, qui va te créer du coup un vrai suspense. Ouais. Et en même temps de réussir à faire que ce soit naturel, c'est assez fascinant, je trouve. Ouais, puis c'est une grammaire particulière du coup, et c'est vrai que ça m'a plu, ça m'a vraiment plu, et que c'est forcément une narration totalement différente, ne serait-ce que dans la construction d'un court ou d'un long métrage, même si j'en ai jamais fait forcément. Ça s'apparenterait plus en tout cas de page en page, ce que ça pourrait être en termes de série, peut-être d'épisode en épisode, créer des cliffs, tu vois, créer des sortes de cliffs à chaque page, même si on peut pas exactement faire ça, mais en tout cas donner l'envie d'en savoir plus et de créer une sorte de suspension qui fait qu'on a envie de tourner. Ça c'est assez cool à faire. Toi tu dessines des dos ou... Je fais très bien les bonhommes en bâton. Ouais, mais ce qui fait que Delcourt a dit peut-être qu'on va prendre quelqu'un d'autre, non? J'ai dit avec plaisir. Tu l'as fait comme ça, peut-être en bâton pour montrer un peu des fois les trucs au mec, ou vraiment tu l'as... Non, c'était vraiment scripté, c'est-à-dire que je disais, je décrivais exactement ce que je voulais. Alors après j'ai laissé évidemment une part de liberté au dessinateur, dans le sens où j'étais pas et il faudrait qu'il y ait un meuble rouge avec des ornements chinois. Là, à part si c'est important pour le scénario. Exactement, mais sinon après et heureusement d'ailleurs t'as révélé le twist quoi. Le meuble rouge. rouge. Mais je sais pas raconter, putain, c'est fou quoi.
Et du coup, ouais, j'étais assez précis dans ce que je voulais. Et en fait, j'avais une idée assez précise, effectivement, du cadre et de la mise en scène quelque part. Mais malgré tout, Felipe Jiménez a eu des très bonnes idées de mise en scène que j'avais pas forcément vues, et il a amené sa patte et quelque chose aussi. C'est une vraie collaboration. Ouais. D'ailleurs, j'avais deux questions. La première, c'est comment tu as été en contact avec lui? C'est l'éditeur qui l'a déniché? Ouais. Alors c'est l'éditeur qui l'a déniché, et c'est d'ailleurs un cas hyper particulier dans le sens où c'est la première fois que Delcourt recrute quelqu'un sur planche. Il avait envoyé une sorte de book avec pas mal de ses travaux. Hein non. Ouais. Il aurait pu, mais je pense que ça aurait été moins efficace. Delcourt n'aurait pas compris. Ça t'aurait plu en même temps. Ah, mais je pense que je l'aurais choisi encore plus. Satan. J'aurais dit, mais t'es parfait, comment tu fais? Et donc, avec il avait dans son book un trait, différents dessins très denses. Il a vraiment plusieurs styles et il s'adapte. Il a plusieurs possibilités de représentation, et ça c'était assez cool. Je suis allé voir ce qu'il faisait du coup. T'as maté, ouais. Ouais, parce qu'il est en fait il est graphiste lui, plus que parce que c'est sa première BD. C'est sa première BD. Voilà, mais du coup il est plus en design d'univers. Ouais, après c'est dur à définir. Ouais. Je pense qu'il n'y a que lui qui pourrait plus dire s'il est effectivement. Mais c'est vrai qu'il est capable de faire pas mal de trucs assez différents. Il a une palette très très large, et on s'est retrouvé sur des essais parce qu'en fait ça se passe, en tout cas chez Delcourt c'est passé comme ça, même moi je l'ai découvert. Pour qu'une bande dessinée soit validée, on fait d'abord 3 pages. On décide de faire 3 pages qui se suivent, et ensuite c'est présenté à l'éditeur et à la maison, et il décide si on greenlight le truc ou pas. Donc il fallait qu'on ait 3 pages. C'est un pilote quoi. Complètement, qui se fait sur un épisode très court. Et les 3 pages m'ont vraiment plu graphiquement. On avait essayé avec un autre dessinateur, une dessinatrice pour le coup, et ça collait pas en termes de dessin, et c'était pas exactement ce qu'on voulait, même avec Davy. Et avec lui, écoute, il y a tout de suite eu une accointance qui s'est faite, et ça s'est fait très naturellement. Donc t'avais déjà une idée précise, par exemple le noir et blanc, c'est quelque chose. Alors noir et blanc, oui. Le dessin, j'avais pas une idée précise, mais j'espérais justement me faire convaincre par quelqu'un, ce qui a été le cas. Et le noir et blanc, oui, c'était au départ. Il y a eu un micro-moment où on avait réfléchi à coloriste et tout. Et en fait, très rapidement, j'ai dit, mais je trouve que ça dessert l'histoire au final. Et surtout, ça va à l'encontre de mes références qui sont presque conscientes pour le coup. Parce que c'est un humble hommage à ce que faisait ici Comics. Donc vraiment dans les Tales from the Crypt, The Vault, toutes ces BD très 60s, 70s qui étaient en noir et blanc, et même ce qui se rapproche de Corben qui avait fait avec les Eric Rippey, c'était du noir et blanc, et c'est fabuleux d'ailleurs. J'ai pas mal pensé à Forster, moi. Forster, mais ouais. Forster. Et c'est une super filiation, ne serait-ce que même dans le ton pour le coup. Oui, complètement. Ouais. Et ça lui a fait plaisir de lire ça. Il était très content. Et donc pour moi c'était logique ce noir et blanc là, et surtout je trouve que ça renforce le côté graphique, et que je pense que a posteriori la couleur aurait plus desservi qu'autre chose de projet. Et qui a eu l'idée de la mise en scène de la hantise musicale? J'ai adoré cette idée. Justement, j'allais dire, on n'a pas du tout pitché quand même. Oui. Est-ce que c'est vrai, tu peux quand même. C'est toujours dur à pitcher. Clairement, c'est dur, mais. On suit la vie d'un personnage qui s'appelle Pascal, qui est quelqu'un d'un peu. Un trentenaire un peu cynique. Alors il y a beaucoup eu bobo parisien, je le vois pas spécialement bobo en tout cas. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est plus un personnage plutôt un peu galérien, galérien, bobo, quoi, ouais. Qui a une sorte de groupe de musique, qui s'en sort comme il peut quoi, et qui a une aventure avec une nana qui suit depuis le lycée, mais cette nana là elle est avec un mec, elle a des gosses, et donc c'est sa maîtresse, et elle veut pas que ça se sache pour le coup, mais il a envie de la revoir. Il a eu une histoire à côté, mais il s'est rendu compte qu'il était toujours amoureux d'elle, et il se retrouve par hasard, elle l'invite à une soirée, et lui il a pas trop envie d'y aller parce qu'il aime pas son mec, parce qu'il est un peu chiant de son point de vue, et comme il l'a pas vu depuis longtemps et qu'elle lui a demandé de venir, il dit bon allez, j'ai envie de la voir, et il se retrouve du coup à un moment, parce que ça se décide sur l'instant, dans une séance de spiritisme. Et bon, il y va parce que ça le fait un peu chier, et puis il y croit moyennement, et il se rend compte qu'à un moment ça dérape, parce qu'il est obligé d'arrêter la séance, parce que sans trop en dévoiler, il pose la question, un des personnages pose quelle est la dernière personne avec qui tu as couché, et il y a des lettres qui commencent à arriver, qui commencent à donner la personne, donc il préfère arrêter le truc, et en fait en brisant la chaîne, il bloque le démon, on va dire, contacté, et il lui arrive des choses pas très sympathiques par la suite, sans trop en dire. Mais c'est quand même très très drôle.
J'espère. Je pense que c'est et c'est le meilleur compliment qu'on ait pu me faire, c'est que ça me ressemblait, c'est-à-dire que c'était plutôt drôle dans les moments noirs et que malgré tout c'était dans le genre que ça se suivait et que ça respectait le genre, quoi, en fait. Oui, à fond, et puis ça devient de plus en plus. Enfin, moi, une gradation dans les événements, effectivement. Le début, j'étais j'ai pas sur les 10-12 premières pages, j'étais un petit peu circonspect sur le fait que le personnage était un peu trop vanneur, c'est-à-dire qu'il y avait un dialogue, une vanne quasiment, et j'avais un peu peur que ça prenne le pas sur l'histoire, et au fur et à mesure, quand l'histoire se dévoile, se développe et prend de l'ampleur, et qu'on comprend où ça va en venir, et qu'on voit aussi jusqu'où ça va en matière de glauque, d'horreur, etc., c'est assez surprenant. Et même du coup, finalement, cette introduction qui est peut-être qui paraît presque trop légère, corrige-moi si je me trompe, elle est presque faite exprès pour te mettre sur une fausse piste, en fait, et te l'enfoncer bien plus profond. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment créer une rupture de ton, et surtout, je voulais quelque part ancrer les personnages dans une réalité qui puisse être concernante pour le lecteur, dans le sens où c'est des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie, et que créer un peu plus une empathie, même si elle est difficile avec ce personnage qui peut être antipathique. Moi, je le trouve pas spécialement antipathique, en fait. Non, parce qu'il a une vision de la vie très cynique, mais en même temps, le monde dans lequel il évolue prête au cynisme. Exactement. Si t'as un petit peu de bon sens. On le découvre effectivement dans une soirée d'art où tout est déjà très cynique de départ. Et effectivement, du coup, je voulais créer un attachement au personnage parce que sinon, si on est balancé directement dans cet enchaînement sans qu'on puisse se dire « Ah, quand même, il a eu des précédents dans tout ça », je trouve que c'était lui donner un peu d'humanité. Et je voulais cette rupture de ton, le fait de pouvoir ancrer dans une réalité pour d'un coup l'emmener vers quelque chose qui monte crescendo vers une spirale sans fin, quoi. Et donc je reviens, parce que juste j'ai pas eu la réponse à ma question sur la hantise musicale. Ça spoil pas trop là, c'est bon. Alors la hantise musicale, qui a eu l'idée de la mise en image? C'est avec les notes qui derrière les cases, en fait, qui prennent de plus en plus de... C'est moi qui lui avais... les notes, c'est lui et Davy. D'accord. Parce que c'est effectivement graduel au fur et à mesure qu'il entend quelque chose, sans trop en dire encore une fois. On voit les notes s'accentuer et tout, mais c'est moi qui avais l'idée en tout cas de la représentation finale, le côté engin musical. J'ai trouvé assez génial. Ouais, et puis surtout, il a transformé... il y a des... son style graphique est vraiment très fort, et d'autant plus pour une première BD, parce qu'il y a des pages choqueurs qui sont incroyablement belles graphiquement, de manière macabre, mais qui sont très très, moi je trouve très maîtrisées et esthétiquement très belles. C'était une de mes deux questions justement, ça tombe bien, je vais pouvoir faire un beau rebond. La première c'était de dire, du coup ça fait quoi? T'as écrit un truc, tu le vois, pas forcément comme toi tu l'avais imaginé, mais du coup ça fait quoi de découvrir ce qu'on a dans sa tête et dessiné par un autre, en fait? C'est quand en fait ça correspond à ta vision, même si forcément tu as une vision mais tu sais pas trop ce que ça peut donner quand le dessin est là. Moi je trouve que ça a vraiment été le prolongement de mon cerveau, pour le coup, qui s'est fait à travers un stylo, et c'était assez fou parce que en fait je découvrais les pages comme un lecteur, et j'étais là, c'est trop cool. C'est moi qui l'ai écrit. mais j'oubliais en fait ça. Je voyais juste des cases ou des pleines pages et je me disais putain c'est beau, et j'ai envie de lire ce truc. Donc je me suis dit, si j'arrive à me distancier de ce que j'ai pu faire en me mettant dans la peau d'un lecteur et en me disant juste déjà c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Donc si derrière les gens sont accrochés par l'histoire et que derrière même les dialogues peuvent les y aider, je pense que j'ai réussi mon coup, et j'espère que je pourrai... normalement ça va se faire parce que j'ai eu des bons retours de Guy Delcourt, et qu'il m'a encouragé via mon éditrice et mon éditeur à refaire un album, donc je planche sur une deuxième histoire. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, et j'ai jamais été attiré par la réalisation de longs métrages. Mais quelque part, tu te retrouves dans la peau d'un réalisateur. Sauf que c'est beaucoup plus agréable, dans le sens où... T'as le contrôle total. T'as le contrôle total. Ouais. 2, si tu veux faire des dragons qui sont aux toilettes dans le ciel, ça coûte pas cher, qui sont 100 000, tout le monde te dit fonce, il n'y a pas de souci. Et 3, c'est quand même beaucoup moins fatigant, dans le sens où tu as juste à écrire et à donner des directives, et tu n'as pas à gérer 75 personnes, des retards, des gens qui crient. Le cinéma, quoi. Le cinéma. Mais j'adorerais, mais je pense que si jamais je dois y venir un jour... c'est un bon début déjà.
déjà de faire des Mais scénarios de complètement, BD, complètement. Et en tout cas, si il n'y a pas cette envie-là, elle est venue un tout petit peu plus maintenant en faisant ça, mais je vois ça comme juste une étape hyper agréable et qui fait du bien, quoi. Et ça tombe bien, c'est mon autre question, et en plus ça sera un bon parallèle pour ce qu'on va dire après. Le principe de cette collection, alors j'ai pas tous les autres noms, mais en fait c'est de prendre quelqu'un qui n'est pas du monde de la BD, un artiste, et lui demander d'écrire quelque chose. Donc je sais plus qui sont les autres qui ont été contactés. Il y a eu Anaïs Vachez, Eleanor Coste. Il y a eu John Skibit aussi John pour et la BD de John Skibit. Oui, tout à fait. Et je crois que j'en oublie un, je suis désolé, je sais plus là tout de suite. Et du coup, quand je t'ai entendu parler de ta BD, je me dis en fait, ils ont pris des gens qui, ça se trouve, n'étaient pas très BD-philes, ou je sais pas comment on dit, mais toi par contre, de ce que j'entends depuis tout à l'heure, t'as une vraie culture BD, t'es un consommateur de BD, tu adores ça. Du coup, ça fait quoi d'entrer dans la grande famille? C'est assez dingue parce que effectivement, moi j'étais juste quand j'avais l'album dans mes mains, et c'est ce que je me suis toujours dit. Je me suis dit, même si j'en vends 7, j'en ai plus rien à foutre parce que je suis content. Je suis content de la transformation de l'écrit au dessin. Je suis content de l'objet que je trouve très joli. J'aime beaucoup la couve, j'aime beaucoup ce qui a été fait autour. En fait, j'ai aimé toutes les étapes de construction et j'aime l'objet final. Donc moi, quoi qu'il arrive, en termes de contentement et d'épanouissement, j'ai gagné. Après, évidemment, si ça vend bien, l'éditeur sera content et tout le monde sera content, on va pas se mentir. Mais je suis juste content de ça. Personne t'enlèvera jamais ça, que ta BD, c'est à toi, si cette BD elle existe, elle et est c'est là. Fou. Voilà. Pour moi, c'est vraiment fou. J'ai toujours rêvé, mais comme on rêve, je sais pas, comme on rêve de passer une nuit avec Salma Hayek, pour mon cas, tu vois, c'est des rêves où tu te dis, oui, c'est bien, c'est dans ton coin. Oui. Et finalement, ça arrive. Donc Salma, si tu m'écoutes, on sait jamais. C'est la suite. T'as plus qu'à racheter Ferrari, c'est bon. Et du coup, Dedo, comment tu es venu aujourd'hui à être contacté du coup pour faire une BD? Quel est ton parcours? Du coup, on va revenir jusqu'à la maternelle, jusqu'à nos jours. Ça va être long. Non, parce qu'on te connaît, la plupart des gens ici te connaissent surtout pour ton travail d'acteur à la base. Les stand-up, je sais pas si c'est stand-up qu'on peut dire, mais quand tu faisais des spectacles et tout, et après, bien sûr, tu as joué dans d'autres trucs et tout. Voilà, raconte un peu pour ceux qui peut-être ne connaissent pas Dedo ici. Au moins les débuts, c'est souvent les invités, on leur demande un petit peu leur parcours et comme ça, après nous on en discute autour de la table et voilà. Alors, je vais essayer de faire une synthèse condensée. Les gens m'ont connu, ce qui est totalement logique, par le biais du Jamel Comedy Club, qui a été une émission qui a en 2006. C'est une scène ouverte. Non, c'était vraiment scène fermée. Ouais, c'était fermé pour le coup. On a tous été recrutés sur scène à l'époque de la troupe originale en tout cas. C'était Kader Aoun, c'est ça? C'était Kader Aoun qui avait vu beaucoup de gens et qui avait décidé de choisir telle ou telle personne pour constituer une troupe et en tout cas constituer l'ossature de ce qu'allait devenir la première émission en 2006. C'était la première saison, toi. Là, il y avait Blanche Gardin. Il y avait Blanche, il y avait Yacine Bellous, Noum Diawara, Fabrice Eboué, Thomas Njijol, Amel Chabi. Le comte de Bouderbala. La grosse team qui maintenant c'est tous ceux qui ont percé partout. Voilà, c'est cette première année quoi. C'est vrai que c'est agréable pour le coup. Toutes les personnes qui ont constitué la troupe originelle ont continué de travailler dans le milieu tout du long. Donc c'est que, en tout cas, Kader Aoun et Jamel Debbouze à l'époque ont dû faire des choix qui sont révélés. C'est comme X-Men First Class, là c'est Jamel First Class. Quoi. Ouais. Non, puis ça a été, forcément pour le coup, c'était nouveau, c'était sur Canal, donc ça a démocratisé l'art du stand-up en France. En tout cas, juste ça a permis aux gens de savoir ce que c'était, parce qu'en France on connaissait moins ça. On voyait le spectacle comique par un prisme de personnages en général. Public, il y avait des codes, il y avait les autres comiques qui étaient dans la salle. Enfin, il y avait tout un tas comme dans les comédies Cellar. Il y avait en tout cas dans la représentation de l'émission, on voyait une proximité avec le public et une adresse, c'est-à-dire le principe de base du stand-up, c'est-à-dire de casser le quatrième mur théâtral et de s'adresser directement par son prisme personnel aux spectateurs. Ce qui n'empêche pas, en tout cas dans mon cas, de faire des moments de jeu, d'interpréter des personnages sur des. Vous avez un fil conducteur qui est votre sketch, on va dire. Un peu. Et puis s'il y a un inconnu, un imprévu qui se passe, tu rebondis. Vous chopez le truc et un spectacle ne sera jamais le même qu'un autre spectacle en fait. Logiquement oui, après tu peux suivre une trame narrative qui va être toujours la même, mais moi en tout cas par exemple, dans le deuxième, il y a des moments où j'ouvre, c'est-à-dire que je pose vraiment des questions aux gens. Donc selon ce qui se dit, on discute, pour de vrai, il y a une vraie discussion qui peut se mettre en place. Et donc là du coup c'est une expérience où tu intègres le public, c'est nouveau, dans le sens où il n'y a plus ces codes qui peuvent être, en tout cas dans l'humour par exemple, noir-lumière, personnage, noir-lumière. Là c'est vraiment, pendant une heure on se parle, il n'y a plus de filtre. Comme un pote en soirée qui raconte des conneries complètement. Et qui fait marrer tous les autres. En tout cas moi c'est le but, c'est de faire malgré tout passer des idées, mais en tout cas s'adresser sans mur, sans quatrième mur au spectateur. Et toi tu détonnais, parce que je pense qu'on est plusieurs à t'avoir repéré à l'époque, parce que tu parlais déjà de métal, tu parlais un peu de films d'horreur, enfin t'étais vraiment plus dans
dans l'univers que le pif et tout, c'était déjà plus comme ça, quoi. Les autres, c'était pas le même délire, c'était d'autres trucs. En fait, ils avaient chacun leur spécificité. Toi, c'était vraiment ça, et du coup, c'est vrai que moi, je sais qu'à l'époque, je t'avais repéré grâce à ça, et je me sentais un peu représenté, même si je suis pas métalleux. Ça fait plaisir. Mais j'ai tiens, il y a quelqu'un qui est comme nous, qui comprend ce qu'on dit et tout, et qui en joue et qui en parle, quoi. Donc là, c'était. Ça a été une façon de me démarquer sans le vouloir en fait. C'est parce que juste effectivement de par ton look, de toute manière tu dénotes dans la vie quoi qu'il arrive. Et là vu que la troupe était un peu plus avec des codes urbains on va dire, le simple fait que moi dans mon premier passage je parlais du fait d'avoir ce look là, s'habiller en noir, avoir les cheveux longs et d'habiter dans le 93 qui est encore le cas. Du coup ça faisait la différence. Qui crée des contentieux par la force des choses. Et ça a été un axe d'entrée en tout cas pour intéresser les gens. Et ensuite je me suis comme n'importe qui dans une conversation, au bout d'un moment tu parles de tout et n'importe quoi, ce qui est encore le but. À l'époque, du coup, ton but dans la vie c'était être comédien ou ouais, moi j'ai une formation théâtrale classique, donc ça a été mon terreau pour ensuite pouvoir juste faire mon métier à l'époque, parce que mes premières auditions je les ai faites à 19 piges, j'en ai 40 maintenant. À l'époque le stand-up on connaissait pas trop et on me disait tu peux pas faire plutôt une institutrice qui est bourrée, et j'étais là non, parce que je vous dis le contraire. Donc t'attends, j'ai joué dans des pièces, des créas, un peu tout, tu fais ton métier, tu gagnes 400 balles par mois, mais tu continues d'exercer ton art et tu t'en vis à peu près. Et c'est vrai qu'après, à partir de 2006, j'ai plus arrêté de bosser parce que j'ai pu faire connaître mon travail un peu plus massivement. Ensuite, j'ai pu faire mon spectacle solo, un deuxième ensuite, tourner dans des séries et tout, et du coup pouvoir ensuite continuer de s'exprimer au maximum, quoi. Et du coup, la team, la première année, vous connaissiez pas du tout? Pas du tout, personne. C'était vraiment comme les Spice Girls, ils ont réuni le meilleur. Ouais, on était un girls boys band funny. Non, ça, je me suis dit, quand on voyait, on a l'impression que des fois c'était vraiment ouais, vous connaissiez. Et d'ailleurs je me souviens plus, tu es naïf. Il y avait le truc un peu à la The Office où c'était les coulisses. Oui, et tout. Inside, Ouais. ça c'était une série. Toi t'étais dedans, je me souviens plus trop. Ouais, en fait, bien sûr. d'accord, parce que j'ai mais ça c'était pas dès la première saison. non, c'est beaucoup plus tard. Ouais, Ça, voilà, c'est beaucoup mais plus tu tard. connaissais à ce moment-là. Mais ça c'était ouf, ça, parce que c'était super drôle, et je pense que c'est pas très connu malheureusement. Non, c'est vrai. Et mais par c'était contre, noir, c'était très noir. ouais, on continue de nous en parler maintenant, comme quoi la série était marquante a posteriori. Mais le truc aussi, c'est que quand c'est passé, donc je crois que c'était, si je me souviens bien, 2009 ou 2010, vers la 4e ou 5e en tout cas année après le Comedy Club, calqué plus ou moins sciemment sur un modèle un peu The Office, c'est-à-dire un mockumentary où on suit la troupe en tournée et on voit un petit peu. On voit que c'est des salauds en fait dehors. C'est tous des connards, c'est tous des gens un peu odieux et on joue de ça au maximum. Et le problème, c'est que à l'époque, Canal ne savait pas trop. Si c'était comment le vendre quelque part, est-ce que les gens sont prêts ou pas, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé ça déstabilisant. Et la première diff s'est faite les jeudis à 2h du matin, donc c'était compliqué pour que les gens découvrent la série. On a parlé après coup, on me dit regarde ça, c'est mortel et tout. J'en avais vu un ou deux et j'avais dit putain, c'est assez osé, quoi. C'était du 8x26 et la série a été connue en fait grâce à Internet, parce que les gens après sans parler justement sur les peer-to-peer, clairement, c'est les gens qui derrière les ont récupérés comme ça. Et c'est vrai qu'on continue de nous en parler. C'était une série très plaisante et qui est toujours drôle pour l'avoir rematée il y a quelques temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de séries humoristiques en France qui va vers ces terrains-là. Et je trouve ça dommage. Il y a Platane qui l'a fait un petit peu. Ouais. Et on a appris d'ailleurs aujourd'hui que Saison 3 est lancée. Saison 3 qui est lancée, tu as appris aujourd'hui. Apparemment. Ouais, c'est officiel. Mais c'est vrai que moi j'aimerais qu'on ait cette possibilité-là de faire un peu plus de création, en tout cas dans les séries, qui vont vers un humour un peu plus anglo-saxon. Mais c'est compliqué, j'ai l'impression, à imposer en France. Je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est un problème de... Je pense que c'est plus un problème de diffuseur qu'un problème de scénariste, très clairement. Oui, ils s'imaginent que les gens vont pas aimer, pas comprendre. Ils savent même pas en fait. Ouais. Puis ils laissent pas forcément la chance au produit. Je pense aussi en se disant bon alors c'est trop compliqué ou c'est trop bizarre. Alors que je pense qu'il y a un vrai public pour ça. Mais c'est pareil, c'est toujours le même. C'est le serpent qui se mord la queue. Si on laisse pas les gens découvrir le produit, ils pourront pas s'y habituer ou ils pourront pas juste le découvrir. Donc Jacques Appart, du coup les questions. Non mais du coup ça c'était ta rampe de lancement on va dire. Après t'as fait donc 2 one-man shows, t'avais fait plein d'autres choses sur YouTube notamment. Enfin t'as participé à plein de projets divers. Ouais j'ai participé à des web-séries dont une qui s'appelle Le Trône des Frogs, écrite par Yacine Bellous et coécrite sur la saison 2 par François Descraques. Dans Bref, la série sur Canal qui est un peu plus connue pour le coup forcément.
On a créé un programme court qui s'appelle l'histoire racontée par des chaussettes avec Yacine ça Bellous. mérite 20 minutes, une demi-heure. Je tiens à dire que je suis un art. Enfin, j'ai déjà dit les deux, mais je suis un art. On en parlera après. C'est mais vrai, je tu m'en avais parlé il y a déjà quelques années. hardcore On peut en fan. parler maintenant. Je suis hein. hardcore fan de ça. C'est quoi là Ça, c'est vraiment un projet. L'explication de ce que c'est dans le titre. De toute façon, c'est pas compliqué. Ah, c'est voilà, on peut pas mieux vendre quelque chose que dans l'intitulé. Là, pour le Mais coup. ce serait bien. Là, ça fait un peu genre bête de foire que tu nous fasses en musique. L'histoire. Raconté par des chaussettes, c'est très marrant. Ça, c'est le générique de la série, qui est donc une série qui est en gros à travers le prisme d'un petit théâtre de marionnettes et dont les personnages sont des chaussettes. Clairement, on revisite soit des grands thèmes historiques, soit des inventions. Mais Donc vous expliquez mieux que ce qui a été expliqué dans l'histoire. on exprime mieux. De temps en temps, on prend des biais qui Très nous sont rarement, personnels. très rarement. On essaye de coller au maximum à la véracité des faits. Mais c'est très large, c'est-à-dire que ça peut aller de Jeanne d'Arc à la création des Simpsons, Des Pokémon. des Pokémon. C'est l'épisode culte de mon fils. C'est vrai, mais les Pokémon ont J'adore. très très bien marché, effectivement. Mais on est entre l'histoire, les grandes inventions ou les grands thèmes, et aussi la pop culture, c'est-à-dire des choses qui nous plaisent, Yacine et moi. Et c'est donc des décors de ouf, c'est-à-dire qu'en fait vous faites tout à la main, des Ouais. décors qui vont reproduire à la taille des chaussettes, les jeeps par exemple, ou des choses comme ça et tout. Ou Et tu c'est- réalisais déjà en fait. Non, parce que là, les premiers épisodes, les 6 premiers qui étaient autoproduits par Yacine et moi, en fait, c'était du plan fixe avec très peu de montage, parce que c'était 2007, parce qu'on avait moins de moyens, et parce que de toute manière, c'était... Oui, mais c'est les textes, c'est l'humour qui fait le. C'est l'humour et le restait, rythme, je quoi. pense, ouais. Parce que Yacine, donc on en a parlé vite fait, Yacine Bellouz, qui est donc ton wigman, je sais pas comment on dit, ou c'est Ah non, l'inverse, c'est je sais pas. mon alter c'est ego, l'alter même, ego, on peut dire. mais voilà, et vous avez une. C'est mon Ramsey, je suis Eric. Voilà, on aime bien se définir comme J'ai ça. halluciné parce que tout à l'heure tu m'as expliqué qu'en fait vous faisiez les voix avant. Ouais. Et en fait c'est que maintenant que je réalise que j'ai toujours pensé que c'était improvisé tellement des fois il y a des gags qui sont là. Alors, il faut savoir que... Et en fait apparemment non. Bah alors si, dans le sens où on écrit les textes, on brainstorm déjà beaucoup, c'est-à-dire on brainstorm sur les textes. Une fois qu'on a choisi les thèmes, on improvise, on fait des impros, on note les trucs qui nous ont fait marrer en impro. Ensuite, on structure un épisode comme un vrai épisode avec un début, un milieu, une fin, des péripéties. Et une fois qu'on a le texte à l'enregistrement, on le fait une fois sérieusement, et derrière, après, une fois qu'on l'a intégré, on rajoute des trucs en impro qu'on garde ou qu'on garde pas. Mais on se permet d'improviser à l'enregistrement. Ce qui fait qu'effectivement, tu peux avoir ce ressenti d'improvisation et de naturel. Bah, comme si c'était des gens qui faisaient vraiment devant toi Complètement. l'histoire et qui des fois ils bloquent sur un truc et Ouais. tout. Ouais, c'est le but aussi, c'est d'avoir la vraie sensation que c'est des personnages. Donc tu vois, il y a des mini bafouillades, il y a des arrêts, des Surtout vos répétitions, mais voix- qui font que le naturel est très présent. Vos voix sont hilarantes. Enfin, vous avez des intonations des fois je me bidonne devant ça quoi. Et je me suis rappelé un instant tu parlais de pop culture. Et celui-là sur Street Fighter 2 sur Oui. la création des personnages il est vraiment vraiment fort. Ah celui-là. merci, j'aime beaucoup cet épisode aussi. Il est Bon, on vraiment mettra les hilarant. liens dans la description. Mais regardez, hein, et donc là justement, Dedo, vous venez, il y a 2 saisons pour le moment, et Ouais. là, Là, on est repassé par un crowdfunding qu'on a réussi à valider grâce à l'apport de tous ces gens. Et donc, on refait 5 nouveaux épisodes. Actuellement, on est en train de tourner. Là, je sors aujourd'hui encore à nouveau d'une session d'enregistrement de studio, donc pour le son. Et on va enregistrer, on va filmer les épisodes le 1er et le 2 mars. Donc, une fois que le montage s'est terminé, je pense que les premiers épisodes pourront sortir courant avril-mai. et c'est important, c'est gratuit, c'est Oui. visible gratuitement sur YouTube. Complètement. Vous c'est- tapez l'histoire racontée par les chaussettes, on a créé une chaîne YouTube dédiée à ça, qui est la nôtre, où vous avez donc les 10 derniers épisodes. Il y a aussi accessible sur le net les 6 premiers, donc les pilotes, et les autres épisodes, les 9 suivants qu'on avait fait avec le collectif Golden Moustache, dont on fait partie. Et alors, moi, j'ai une Et question. quand le long métrage Eh ben, figure-toi Tu qu'on calmes, a. Cyril, tu calmes. Bah, il a pas tort, on est en train de monter, on a fini de monter un dossier. C'est avec des collants du coup. Non, on verra. Mais c'est vrai qu'on aimerait faire un long. Ça nous plairait de faire un long d'une heure qui partirait du Big Bang à nos jours, en se baladant un peu comme ça. dit de CNC, ça coûte moins cher qu'un Pixar. Bah mais de toute façon, c'est notre appel d'offre en tout cas, Voilà. c'est qu'on se dit qu'avec 500 000 euros, on peut le faire. Avec un votre truc très, tiroir à très, très bien. chaussettes, et on peut faire. Ouais. Alors après, on se méfie toujours parce que je sais qu'on est passé par le crowdfunding dernièrement justement. Oui, Parce des gens que- vous disaient, ouais, mais Ouais, ça vous vous coûte rendez rien. compte, mais c'est des chaussettes et tout. Alors on était obligé de le dire, les gars, on peut vous montrer toutes les étapes de production, vraiment, Ouais. on n'arnaque personne. Et les gens, après, c'est sporadique, c'est quelques personnes qui n'ont pas juste la réalité de ce que peut être une entreprise de Et je me production. rends pas compte que les décors, les costumes, tout ça, la lumière, enfin, il faut le faire. Il quoi. faut tout gérer, il faut tout payer. Ouais. Enfin, nous, en tout cas, on tient à payer les gens Bah, à vous- chacun de leur vous poste. Tu connaissez le parlais, principe. tu parlais des décors et des costumes. Nadia Raymond
et François Adnaud sont les personnes avec qui on bosse depuis le début, qui sont partie intégrante de l'entreprise, parce que si les décors sont pas aussi ouf et si les chaussettes sont pas aussi marrantes, le reste fonctionne moins bien. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, et tous ces gens ont besoin d'être payés. Mais tu vois, c'est rigolo. Là, on a pris. Donc, on avait demandé 15 000 pour 5 épisodes, ce qui fait 3 000 € l'épisode. Les gens pétaient les plombs. Et toi, tu es là, tu te dis, mais vraiment, vous vous rendez pas compte en fait. Louer les lieux de tournage, louer le matos, construire et tout ça. Nous, on peut dire les chiffres parce qu'on est vraiment transparent par rapport à ça. Avec Yacine, on est auteur. On est réalisateur, on aide au montage, on est forcément interprète. Sur cette session de 5 épisodes, à la fin, on prend en net 1 300 €. Donc, nous mettez pas à l'amende, les gens, vraiment. On le fait parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on veut faire plaisir aux gens. C'est un programme qui nous plaît, mais faites-nous confiance. On n'est pas millionnaire grâce à ça. On aimerait, hein, mais c'est pas le cas. C'est pas les bénanas des chaussettes, quoi. Non, vraiment pas du tout. Moi, j'avais une question un peu plus générale sur ton goût pour le cinéma de genre, parce que dans White Spirit, dans la BD, tu dédies aussi le livre à toutes tes inspirations, John Carpenter, etc. Comment tu fais pour insuffler ça dans tes créations, que ce soit même dans la musique, parce que tu fais aussi de la musique, on n'en a pas parlé, mais... écoute, ça se fait un peu naturellement, parce que c'est pas vraiment réfléchi en soi, mais j'ai l'impression que quand quelque chose fait partie intégrante de toi, par la force des choses, quand tu crées, tes influences vont, en partie en tout cas, couler. La théorie des ruissellements, comme disent certaines personnes, vont se retrouver à l'intérieur de tes créations. Donc, parce que les gens avec qui tu travailles, ils n'ont pas forcément ces références-là, en fait. Alors, si on doit parler de la BD, par exemple, pas du tout, pour le coup. Et je pense que effectivement, et merci à David Mourier et à Guy Delcourt, qui ont laissé apparaître et naître cette histoire qui sort quand même des canons de sortie habituels, j'ai l'impression, de bande dessinée. D'autant que en tout cas chez Delcourt. Ouais, mais les quelques influences en plus qu'on arrive à déceler dans la BD, elles sont quand même super bien digérées. C'est-à-dire que les connaisseurs les verront, mais elles sont pas là juste pour être des références, elles ont une vraie utilité. Oui. Je pense pense à un truc qui, pour moi, sort du Loup-garou de Londres. Je ne dirai pas quoi pour la surprise, ou à la toute fin qui sort d'un film dont je ne parlerai pas parce que ça peut spoiler un peu, mais qui pour le coup arrive de façon, ça amène une strate supplémentaire d'absurde à l'histoire, qui est de toute manière un récit sur l'absurdité. Complètement. Sur la surdité, on parle dans des trucs que les gens n'ont pas forcément lus, mais sans trop en spolier. Je trouve qu'en plus, et c'est pour ça que je l'ai fait, cette bascule-là vient justifier beaucoup de choses dans ce qui s'est passé dans la partie précédente. Et c'est vachement bien digéré, et c'est pas, on parle souvent des premiers films réalisés par des fans d'horreur qui peuvent pas s'empêcher de balancer parce que ça leur fait plaisir parce que ça leur fait plaisir, parce que voilà, au détriment de l'histoire et de l'intérêt. Je pense, tu vois, Pascal Laugier est un réalisateur de grand talent, mais c'est vrai que son premier film Saint-Ange, j'ai été vachement phagocyté par le fait qu'il avait envie de recréer des images qu'il avait marquées en tant que réalisateur, et que ça avait phagocyté et un peu handicapé le résultat final, on aurait pu avoir peur pour ton premier récit purement horrifique, ta première aventure purement horrifique, que ce soit le cas, et pas du tout, donc bravo. Merci. Et dernier de tes projets d'actualité, c'est le warm-up du Hellfest. Tu participes à la tournée de préparation de tous ces métalleux enragés avec ton groupe. Qui s'appelle Princesse Leia. Le projet s'appelle Princesse Leia. Leia. Non, je me moque de Cyril. Je sais bien, j'allais revenir de toute façon. Rester tranquille ça, mais non. Bâtard. Tu l'as cherché là. Donc le projet est un projet musical qui est très hybride, mais un peu comme je le suis moi-même, j'ai l'impression, du coup, qui est à la fois un vrai concert live, une pièce de théâtre et une comédie musicale. C'est-à-dire que il y a une vraie formation musicale. Je suis au chant, Antoine Chomsky, qui est comédien, et à la guitare. Il y a une bassiste de formation et un batteur de formation, mais qui sont des personnages intégrants de l'histoire, qui est la suivante. Dans le scénario, Antoine Chomsky, son père a gagné l'Eurovision en 88, et il a envie de faire de la musique, lui aussi, et son père lui dit « Mec, la musique c'est moi, toi t'es pas fait pour ça, laisse tomber ». Et il a donc envie de prouver à son père qu'il est capable de ça, donc il veut lui-même monter un groupe pour participer à l'Eurovision. Donc il demande à plein de gens, tout le monde lui dit non, par la force des choses, sauf moi, mais à la condition sine qua non qu'on fasse du métal. Et d'un coup, donc on a cette confrontation des deux personnages, lui qui veut faire de la pop acidulée et moi qui veux faire du métal. Donc à partir de là, il y a l'antagonisme des deux persos et une histoire. Donc on suit le groupe à travers ce qui se passe sur le présent, mais aussi des flashbacks sur la formation et des flash-forward vers où ils veulent aller. Tu connais le manga Detroit Metal City ? Bien sûr.
Parce que ça fait vraiment penser à C'est ça. c'est exactement C'est ça, vrai ouais, Dans- totalement. dans ouais. quel- C'est il y a un pas- mec qui veut faire sauf de la que pop c'est- suédoise. Ah oui, c'est vrai. Et il est juste bon à Mais faire là, du métal. il Et passe tout seul. il se dégoûte lui-même de quand il fait du métal et C'est qu'il vrai. est violent et tout. Et lui, son rêve, c'est faire de la pop acidulée. Il est nul en pop acidulée. Mais il est obligé de passer par la case métal pour se faire accepter. Alors que c'est un tueur en C'est métal. vrai, j'avais et jamais qu'il- fait l'affiliation, il a ce mais t'as côté, il a ce côté bicéphale entre ce qu'il aimerait bien faire et là où il est vraiment bon. Et quand il devient Kaiser, donc le personnage de Metal City, Ouais. il est odieux, il mime des viols. Enfin, tu sais, et Et tout le monde trouve ça génial. lui, il est là, il est possédé quand il fait ça. Et quand il revient à la normale, il fait mais qu'est-ce que j'ai fait, je m'en vais. Voilà. Donc ça faisait penser à ça en fait. Mais l'affiliation est très intéressante. C'est génial. Si vous connaissez pas les trois Metal City. Oui, c'est vachement bien. Il y a un côté dans le manga qui est un petit peu mécanique pour le coup, c'est-à-dire que on est sur un pattern assez répétitif au bout d'un moment d'un volume à un autre, mais ça reste très très fun. Ça et me fait marrant. pleurer de rire. Moi, Ah ouais, vraiment, non, c'est un très cool manga. Et là, t'as tout composé, la musique. Alors, j'ai écrit la plupart des. On va dire qu'on coécrit tous, parce que c'était plus simple de le faire comme Vous ça. êtes combien? On est 4. D'accord. Donc, les compos musicales se font un peu à l'unisson. Donc, on va dire qu'on est 4 à composer, effectivement. Et c'est agréable parce que c'est donc un vrai projet musical, mais il y a une histoire autour. Donc, il y a quand même de la théâtralisation. C'est marrant, ça se veut marrant. Donc, on a l'impression de voir une sorte de. C'est très hybride. C'est pour ça que c'est pas évident à quelque part présenter auprès des gens. Mais ce qui est agréable pour nous, c'est que les gens sont tous convaincus à la sortie et disent c'est super parce que. Et c'était le plus important pour nous. On voulait être irréprochable musicalement avant tout, parce qu'on est d'abord des comédiens, en tout cas pour Antoine et moi, mais on voulait pas que les gens se disent ok c'est marrant, mais bon c'est un vrai prétexte la musique. On voulait justement que les gens soient convaincus sur tous les médiums possibles. Et c'est le cas d'après les spectateurs, donc ça veut dire qu'on a bien bossé, et c'est peut-être aussi pour ça que du coup on a la chance de pouvoir participer à donc, cette tournée du Warm-Up Hellfest. Ouais, parce que ça va super vite entre la C'est très, la très sortie rapide. du projet et le Hellfest. Ils vous Enfin, ont contacté directement? c'est- Assez rapidement. En fait, le projet a à peu près 1 an. On a eu une tournée de rodage qui a duré à peu près 6 mois. Pas chaque jour, évidemment. Donc, on a dû faire une quinzaine de dates. Mais on a assez rapidement eu des bons retours. Les gens se sont intéressés au projet parce que je pense que, vu que la forme est assez nouvelle dans le côté hybride, il y a un côté un peu sexy. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et puis derrière, effectivement, les gens du Warm-Up, à travers nos tourneurs, Cartel, Concert, ont été contactés. Ils sont venus nous voir à la Boule Noire parce qu'ils avaient envie de le faire, mais ils voulaient quand même voir le projet entre guillemets fini. Et ils ont dit on y va. Donc on a dit ah ouais, ok. Parce que c'est vraiment. Tu vas souvent au Hellfest en plus, toi. Ouais, c'est ma. Enfin là, quand j'ai pas de tournage, en tout cas j'y vais. Ça fait 4 ans d'affilée, j'ai cette chance-là. Mais là, pouvoir participer à cette tournée, donc qui est pré-Hellfest, qui est une tournée itinérante au final dans 14 villes différentes, où on va à la rencontre des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller pour le Hellfest. Donc avec un line-up particulier, donc on sera avec Dagoba et des surprises dans chaque ville différente. D'accord, de guests. d'accord, ok. Mais le line-up, les deux invités principaux sont donc les Princesses Leia et Dagoba. Et pouvoir jouer dans des grosses salles, c'est assez génial pour nous. Ça va même un peu vite, je trouve, mais moi je prends le train en marche, il n'y a pas de problème. C'est Mais c'est vrai grisant. qu'on fait des salles entre 800 et 1500. Ouais. Et la dernière de cette tournée sera donc au Zénith de Nantes, où il y aura beaucoup d'invités supplémentaires, dont Agatha Jones, Ultra Vomit et Massisteria. Ah. Et donc il y a déjà 3000 billets vendus, ils attendent 8000 personnes au final. Donc on va se retrouver à faire rockstar, des chansons assez marrantes et débiles malgré tout dans l'ensemble, devant 8000 personnes. J'attends avec un plaisir non Des gens qui sont dissimulé. venus pour m'assister en plus. Ouais. Et la question Mais que. c'était un vrai truc où on avait un peu peur justement. On avait fait des dates avec Black Bombay, donc devant un public entre guillemets rigoriste. Oui. Tu vois, et on se disait putain, est-ce qu'ils vont rentrer dans le délire? Est-ce qu'à un moment ils vont Ultra pas dire Vomit vos blagues? Ouais, mais un peu Ultra cassé le Vomit, truc, on a une voilà. filiation Ouais. totale, il Oui. n'y a pas de souci. Black Bombay ou des groupes un peu plus entre guillemets estampillés sérieux, on se demandait. Et en fait, les gens sont tout de suite rentrés dedans, donc on a fait ça. Mais c'est ce que je me suis dit en fait quand ils vous ont sélectionné pour le warm-up, c'est qu'au final, vous représentez bien la diversité qu'on peut retrouver au Hellfest Ouais. et l'ouverture d'esprit du public qui est quand même moins. Complètement. C'est quand même des rigolos quand même les métalleux souvent. Ouais, mais Donc, pas que poète comme on Non, peut voir mais petit journal si machin. c'est bien Non, fait, ah ouais, non, mais Parce que ça si c'est suffit bien quoi. fait, les gens ils kiffent quoi. Et j'ai C'est une mon question coup de gueule. j'ai une question que tous les éditeurs se posent, je pense. Maintenant, Je suis là, tout gaucher, de je suis suite. gaucher. C'est la deuxième question. À quand le crossover entre Princesse Leia et les chaussettes? Ah, j'étais sûre qu'il allait reparler des chaussettes. Il nous saoule Ouais, pour avec les ça. cœurs, genre. Eh ben écoute, sans trop en dévoiler, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on fait donc dans les 5 nouveaux épisodes notre premier épisode comédie musicale qui sera donc autour de Hitler.
D'accord. Ce qui est la base de Voilà. toute bonne comédie musicale. Exactement. Donc où on dit que justement, voilà, la folie peut être présentée de différentes manières. Eh bien, ce sera à travers une comédie musicale sous l'estampillation d'un des plus grands dictateurs de tous les temps, Hitler. Voilà. Voilà. Très bien. On passe Attention, à quand je dis un des plus grands dictateurs de tous les temps, je mets un bémol. Les gens disent ah bon, ils trouvent ça grand. En folie, d'accord. Hein Bon, on sait pas quoi. Enfin, Oh, faut faire gaffe maintenant, tu sais. On est dans une époque où ça va très très vite. Chaque mot compte. Ils vont juste couper, ils vont garder le meilleur dictateur. Et... c'est ça. Ensuite, Il a dit ça. dis ta carte. Non, non, regardez bien. Allez, poussez de 10 secondes en plus et vous êtes disculpé. Voilà. Tout va Du bien. coup, tu prends une socket pour faire. Pour faire qui, Hitler? On sait pas. C'est Nadia Raymond qui va faire les Une cochonneries. chaussette bavaroise. tu sais, un En tout truc, cas, on va éviter tous les signes un peu trop présents qui peuvent être un peu trop forts de symbolique. On va s'écarter. Ce qui est de ça. croix basque, tout ça. Voilà, tout à fait. Les signes indiens un petit peu Des chaussettes gammées. détournées. C'est bon, on a fait le tour, là, le point Goldwyn est atteint. On va passer à ta programmation spéciale choisie par Dedo pour le PIF. Et on commence avec ta séance culte. Tu as choisi Jack Burton. Oui, Big Trouble in Little China. Pourquoi? Pour 289 raisons, j'ai envie de dire. Déjà parce que John Carpenter est certainement ma plus grande idole dans le genre. Parce que tout, quoi. Parce que les thèmes, parce que la réalisation, parce que le sous-texte politique par moment, et la maestria générale. Et j'ai une attention et une émotion toute particulière pour les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin pour les Français, parce que et ça fait aussi un peu quelque part écho à ce que je peux être, toute proportion gardée. Il y a plein de choses à l'intérieur et ça mélange énormément de choses. Donc c'est à la fois un wuxia-pan, donc un film de sabre chinois. À la différence du Shambara, c'est aussi un film d'action pur et dur. Et il y a énormément d'humour à l'intérieur. Et je trouve que c'est une des fois les plus brillantes où on a incarné à l'écran un anti-héros total. C'est-à-dire que Jack Burton est un loser. Le vrai héros de ce film n'est absolument pas Jack Burton, mais son ami chinois qui sauve la situation à chaque fois. Lui, il est témoin de ce qui se passe. Cette quoi. inversion du Ouais. sidekick est assez folle, surtout à l'époque, je trouve, parce que c'est 86 si je dis pas de conneries. Oui. Et ça a dû jouer malgré tout, malheureusement, dans l'échec artistique que ça a été. Je parle en termes d'entrée, bien entendu, parce que le film a été pour moi beaucoup trop moderne pour l'époque et que les gens juste n'ont pas vu ce qu'il fallait y voir à l'intérieur. Et que c'est un film en plus très étrange que j'ai découvert pour la première fois quand j'étais ado en français, et très vite je l'ai découvert en anglais par le biais de Canal+, et c'est un des rares films que je possède sur tous les supports, c'est-à-dire que je l'ai en VHS, je l'ai en laserdisc, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray, s'il y a une édition Betacam je Tu l'achète, l'as en il n'y a pas de DivX souci. ou pas? Et, possible, franchement, en plus je pense que je l'ai en VCD. DivX. En VCD. En VCD. En V2000. Et c'est incroyablement bien dialogué. Le rythme dans l'humour est vraiment c'est le film le plus drôle, je trouve, de Carpenter. Il n'y en a pas eu 15 non plus, on va dire, dans sa Mais filmographie. c'est pas un rigolo, Carpenter. C'est pas Non, mais vraiment. c'est plus drôle que Les Aventures d'un main visible. Même Oui. si j'aime beaucoup Les Aventures d'un main visible. Et mais qu'on c'est aime plus beaucoup drôle. Chevy Chase, mais quand Voilà. même, voilà. Et puis en plus, à l'intérieur, il y a un de mes acteurs préférés qui est Kurt Russell, qui incarne donc le héros de manière totalement brillante. Donc voilà, je peux en parler des heures et des heures. Hein. Les C'est effets ça. spéciaux sont complètement fous. Les monstres Encore sont géniaux. maintenant, les monstres sont géniaux. C'est Richard Edlund, si je dis pas de conneries. Et c'est assez dingue de voir à quel point justement c'est maîtrisé à l'époque. C'est quand tu vois le Blu-ray où justement c'est qui tout double la plupart du temps. Là justement on te donne quelque chose qui peut les voir de meilleure manière. Donc on peut se dire si c'est mal foutu c'est mort, et c'est totalement magnifié. Donc ça montre le brio de l'entreprise dès le départ. Mais qui a été fait trop tôt en fait. Le cinéma de Ouais. Hong Kong Ouais. n'était pas aussi populaire à l'époque qu'il a été dans les années 2000. Puis en plus, ça va plus loin que le cinéma de Hong Kong. Il y a même des références à Baby Cart avec les Shogun Complètement. Assassin. Shogun Shogun Assassin Assassin, ouais, plus que qui sont Baby Cart, vraiment bien sûr. assumés. Shogun Assassin étant la compilation Américaine. Des deux premiers. américaine Alors. des deux premiers Baby Les Cart. trois guerriers Avec une autre masqués avec sont une autre- des hommages Avec une autre musique. à l'enfant massacre. Et si vous avez l'occasion de voir les Baby Cars, d'ailleurs foncez, les 6 C'est films mortel, sont quoi. complètement incroyables. Auquel Tarantino fait aussi référence dans Liquid Bill.
C'est Oui. le film que regarde la fille de Béatrix pour s'endormir le soir. David Carradine fait tu veux Elle voit les dormir Shogun Assassin du coup. Oui, Ouais. elle fait, tu veux dormir, elle fait non, je veux regarder Shogun Assassin Bah en oui. VHS. D'ailleurs, juste un aparté, la musique de Shogun Assassin, qui est une sorte de musique électro, est mortelle. J'adore la musique originale de Baby Cart, mais la BO de Shogun Assassin, elle est très particulière, elle est vraiment vraiment bien. S'il y a un truc de bien dans ce remontage, c'est cette musique, quoi. Mais ce qui était brillant en plus, c'était non seulement il prenait l'imagerie, mais même il s'est même inspiré de l'ARIA de Choyark sur Zoo et les Gardiens Sur de Zoo, la Montagne ouais, Magique. carrément. Là, dans la baston de fin, Avec le- avec En les mode sabres arcade, qui volent et tout, ouais. il y avait, j'ai retrouvé la folie de montage, la folie du montage de Zoo, les Gardiens de la Montagne Magique. C'était et à cette époque-là. C'est pas que l'imagerie en fait, c'est qu'il est carrément adopté une grammaire cinématographique à laquelle les gens n'étaient pas habitués. Elle est Ils inconnue ont aux dû- États-Unis. Voilà, elle était complètement inconnue du public américain et ça a dû leur faire tout drôle. Et je pense que le côté anti-héros a pas plu non plus aux Voilà, gens ouais. en général. Parce surtout que quand tu c'est- prends Kurt Russell. Bah quoi. ouais, tu Et vois, le, t'as le- envie- le truc qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a eu des projets tests et les projets tests, ils étaient dithyrambiques. Ouais. Tout le monde adorait. Sauf que c'est sorti à peu près dans les eaux de Aliens le retour. Il y a ça aussi, et il y a aussi Voilà. le fait que le film a été très mal marketé à l'époque, Ouais, bah parce ouais. que l'affiche ne montrait quasiment pas les personnages, et que surtout à l'époque, de l'aveu même de Kurt Russell, il était là, mais moi, personne ne savait qui j'étais, moi. Ouais. Donc pourquoi ils n'ont pas mis d'autres personnes en avant? Pourquoi ils n'ont pas mis le projet vendu d'une autre manière que juste par le biais de cet acteur-là? Et ça a été malheureusement un fiasco, parce que je pense qu'il a été dû à le film n'est pas sorti à la bonne époque. C'est toute la filmographie de Carpenter, c'est un peu ça. C'est vrai, c'est vrai. hein, c'est fou. hein. The Thing, c'est incroyable. Pareil, Quoi. 82. En même temps qu'E.T. Et tout le monde a dit bah non, c'est l'autre là, le gentil Ouais, qui est c'est bien. gentil. Tu te dis mais non, mais revoyez le film quand même. Hein. Les Et- dialogues sont mortels. Dans Jack Burton. Ah, dans c'est- Jack Parce que Burton. dans E.T., c'est moins ça. Il y a un rythme. J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Ah mais il y a un rythme total qui est vraiment enfin c'est vraiment incroyablement bien écrit et bien maîtrisé du début à la fin. La BO est géniale. La chanson, le titre de Ouais. fin, chanté par Carpenter, interprété par son groupe Les Il y a Coupes le des clip, Villes. de Village. il y a le clip Ouais. dans Le le clip bonus, est génial. Et même le commentaire audio est Le génial. commentaire audio est C'est super. un des meilleurs commentaires audio de l'histoire Ah. du commentaire audio. C'est vraiment, voilà, à toutes les strates, le film est incroyablement jouissif. Donc si vous le connaissez pas, et c'est un biais un peu différent de Carpenter par rapport à sa filmographie, mais en même temps c'est un des films qui lui ressemble le plus, parce que je trouve que même, et surtout à l'époque, quand les deux s'affrontent et qu'on voit justement leur représentation, il y a un délire de jeu vidéo clairement, Ouais. même dans les mouvements qu'ils ont, et ça fait partie de Carpenter. Carpenter Ouais, est dingue oui, de c'est un- jeu. c'est un- Il a bossé sur Donc plein de il jeux. digérait ouais, déjà sur des Fear, choses. Ça lui bouffe un peu trop maintenant le temps, et malheureusement du coup à cause de ça, en partie il est plus en train de tourner. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est complètement à l'image de son réalisateur, et un de mes films préférés ado, et qu'il est encore actuellement. Pour ta séance jeunesse, tu as choisi. Ame et Yuki, enfant loup de Mamoru Hosoda. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que Hosoda, et c'est pas révolutionnaire de le dire, mais il va être dans l'inconscient collectif le digne successeur de Hayao Miyazaki. Parce que c'est brillant de bout en bout, et Ame Yuki assez particulier parce que justement si on doit faire une filiation avec Miyazaki, je trouve que c'est un mélange assez probant avec Mononoke par exemple, et le côté naturaliste que peut avoir ce film. Pour les gens qui connaissent pas Mamoru Hosoda, le connaissent peut-être à travers des films précédents qui étaient La Digimon Traversée. The Movie. Et ça a été sa première Mais- entrée. Eh ça. ouais. vrai, Et c'est vrai. c'est un brouillon de Summer Wars. C'est vrai, C'est la complètement. même histoire. C'est assez barge d'ailleurs. Voilà, quand j'avais découvert Summer Wars, j'étais waouh. Puis après, quand j'ai dû bosser un peu sur la carrière de Hosoda, je me dis bon, je vais quand même regarder les Digimon quoi, par professionnalisme. Et je me suis dit mais putain, c'est fou. C'est juste c'est Summer Wars avant l'heure quoi. Ouais, et les gens le connaissent peut-être un peu plus aussi à travers La Traversée du temps. Voilà. J'ai l'impression que c'est peut-être son plus connu. Ouais, c'est vrai. Ouais, En dents de celui-là, scie, il a marqué, en fait, c'est celui-là, en hein. dents de scie les résultats de Hosoda. Ouais. Donc, le Le résultat a garçon, marché. la bête a marché Pas ou... du tout en fait. Ah ouais, d'accord. C'est que le Tracy du temps ça a marché, Summer Wars pas trop. Ameyuki c'est probablement son meilleur résultat en France. En France, vraiment Le garçon et la bête en dessous, et Mirai c'est pas encore au niveau de Ameyuki quoi. Ah, je me demandais, ouais. Mirai, je l'ai vu aussi, c'est pas mal. Il y a un truc un peu répétitif, mécanique. On parlait des trucs mécaniques, ça y est encore un peu là-dedans. Ça reste brillant. Hein. Mais Ame Yuki, c'est déjà c'est Mononoke et Totoro à la fois. Dans le sens où il y a un truc très, justement, empreint de nature. Wow. Empreint de nature par la force des choses. Et quelque chose de très beau dans l'enfance. Alors après, en sous-texte, ça parle d'intégration, ça parle de choix de vie. Parce que pour résumer un petit peu, c'est donc une héroïne, une femme qui tombe amoureuse d'un homme loup.
qui fait abstraction du fait que ça soit un homme loup, qui a donc des enfants avec eux, et ces enfants-là sont métamorphes aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer eux-mêmes en loup, alors pas forcément en le décidant, mais ce qui fait que justement ça va poser des problèmes d'intégration à la vie humaine en général, et il y a le petit garçon qui va aller plus du pendant naturel, c'est-à-dire qu'il va plus ressentir son côté animal et vouloir aller vers cette voie-là, alors que la fille va plus aller vers le côté humain. Et ça parle justement de tout ça, quoi, de faire des choix de vie, d'intégration ou pas. Puis des pulsions inhérentes à la nature existentielle humaine. C'est ça, comment réfréner certaines choses. Voilà, est-ce que tu laisses plutôt parler Ton tes côté instincts primaires, complètement. ou si tu dois te Et conformer à la surtout vie en aussi, société. quand tu te retrouves face à une société qui considère Voilà. que tu es un danger, parce qu'il y a tout un délire sur la représentation du loup, toujours de manière négative, Bien sûr. qui atteint énormément le gamin. On aurait pu le faire, les enfants requins, Miyuki. Non, mais c'est un peu pareil, tu vois, la façon dont on prend un animal dont le fonctionnement naturel est l'héritage de millions d'années de gènes inscrits en lui, et que nous, en tant qu'humains, à partir du moment où on a commencé à coloniser à peu près toutes les parties du monde, on estime que ces créatures sont des dangers, alors qu'en fait elles ne font que vivre leur nature, alors que nous allons à l'encontre de la leur et de la nôtre aussi. Wow. C'est bien dit. Oh. Et puis effectivement, réfréner ses pulsions par la force des choses. Et puis le fait que je pense que même en sous-texte, on associe plus facilement l'homme, donc le petit garçon, à un loup. Parce qu'il y a quelque chose de plus inhérent par rapport à ça. Et la petite fille réfrène ce côté-là parce que la société, quelque part, l'y pousse aussi en sous-texte. Donc c'est intéressant dans la grammaire, c'est intéressant dans ce que ça dit, et surtout c'est beau et triste à pleurer. Parce qu'à la fin, quand la mère voit ses enfants, encore plus le petit garçon, parce que lui il décide au bout d'un moment de partir totalement vers la nature à travers guidé par un renard en fait qui sera son guide, quelque part son père qu'il a perdu. Elle voit quand même son enfant partir, elle le voit partir, et du coup elle veut pas au départ, elle l'empêche même quelque part d'aller vers ces penchants là, et puis elle se rend compte que c'est vraiment ce qu'il est au plus profond d'elle, au plus profond de lui, et du coup elle l'encourage au final à le faire, mais on voit quand même ce que peuvent être le sacrifice d'un parent, et de voir qu'au final tous les sacrifices qu'on fait c'est pour leur bien-être à eux, mais qu'on peut se retrouver seul et triste à la fin. Surtout les renards ont mauvaise réputation, et donc partir avec un saltimbanque comme ça, c'était un peu triste. Évidemment. Voilà. Moi, ça me rappelle beaucoup même le tombeau des Lucioles. Oui, en fait. dans l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté réaliste, et aussi sur le fait d'être abandonné par la société et d'essayer d'exister quand elle s'installe dans la maison et qu'ils n'ont rien à manger, etc. J'ai beaucoup pensé à toute cette phase dans le tombeau des Lucioles où le frère et la sœur essayent de se construire une vie au quotidien en se trouvant un refuge, en trouvant des moyens de manger, etc. Trouver un peu le même désespoir, un peu atonal, parce que c'est pas misérabiliste du tout. Non. Mais derrière il y a ce même sentiment de dénuement, et en même temps cette même joie d'essayer de juste par le fait d'être avec les gens que tu aimes et d'essayer de vivre ensemble, à trouver de la joie au quotidien. Ouais. Enfin, c'est super touchant, c'est un des plus beaux films sur l'enfance qui ait jamais été fait. Ouais, puis même la difficulté qu'on peut avoir d'essayer d'appartenir à une autre communauté, parce que quand ils arrivent justement dans cette communauté où ils essayent de vivre de ce qu'ils ont en termes d'agriculture, de choses comme ça, ils sont rejetés par les autres parce qu'ils disent mais toi t'arrives, t'es là, c'est pas ton univers, tu viens par opportunité, et en fait les autres habitants se rendent compte que finalement elle le fait avec une démarche saine, et au final ils l'aident. Avec cette belle relation avec le voisin, le grand-père un peu bougon qui dit rien et qui vient la surveiller pour voir comment elle travaille la terre, et tout, c'est très beau ça. Et c'est très joli, mais ça parle aussi de difficultés. Moi, j'avais vraiment ressenti en tout cas, moi, je l'avais beaucoup réceptionné en termes de la difficulté d'intégration en général dans cette société, quel que soit ton bord. Mais c'est triste, hein, attention. Ouais. Même au soda, le garçon et la bête, moi, ça m'avait fendu le cœur. C'est touchant. Hein. J'étais là, on l'a découvert au pif, dans une magnifique nuit Japanimation au Grand Rex, et le film est incroyable. Summer Wars aussi. Enfin, moi, j'ai mon préféré, c'est Summer Wars, que j'ai découvert en festival à CJS, et je m'attendais rien, et j'ai pris une claque monstrueuse. Je me suis dit, mais c'est quoi ce film de fou et tout, quoi. Ça me parlait tellement. Peut-être c'est mon côté hyperactif qui fait qu'un film comme Summer Wars où ça n'arrête jamais. Ah oui, ça m'a parlé. C'est beaucoup plus épileptique dans la mise en scène que Miyuki par exemple. Non, mais il est très, très versatile au soda. Il est vraiment capable de passer de trucs ultra intimistes à des trucs super spectaculaires, et il maîtrise vachement bien les deux. Mirai, c'est intimiste. Oui. Et un peu spectaculaire sur la fin. Oui.
En même temps, il y a cette alternance qui est quasiment présente tout du long, hein. C'est-à-dire que la traversée du temps, c'est effectivement Oui. un peu éthéré. Après, on part sur un truc un peu plus rentre dedans. La guerre sans la bête, on est quand même sur un truc aussi où Ouais. on n'est pas dans le shoujo, hein, mais Oui, Mais ça on y est va pas- niveau mais on n'est plus. pas loin quand même. Ouais. Et Mirai, là effectivement, là c'est plus on suit une famille. les Chronique difficultés. familiale. Ouais. Pour terminer ta séance interdite. Ouais, attends, j'essaye de relever ça parce que Vas-y. Voilà, il faut On a serrer eu la un base. accident de c'est où que tu micro. sais. Ah, c'est là. voilà. Ouais. Et donc, ils vont pas. Casser le matériel. Voilà, je ne te félicite Parce que nous, pas. on a un hein. budget encore plus bas que celui de l'histoire racontée par les Tu chaussettes. m'étonnes. Ouais, ça se sent. J'ai envie de vous donner moi aussi. Si vous faites un Oh. crowdfunding, je donne à 10 balles. Alors, Véronique. Ta séance interdite, Ouais. Euh, c'était Ichi. C'était Ichi the Killer, effectivement, de Takeshi Miike. Alors là, parce que je suis vraiment, on m'a dit interdit, j'ai cherché un long moment en plus en me disant, bon, on va éviter les trucs un peu déjà vus et tout, qu'est-ce qui pourrait coller à cette étiquette sans être du catégorie 3 qui était un peu trop facile et puis qui pour le coup est presque une démonstration. On prévoit de faire une émission spéciale sur le catégorie 3. Ah, de ces tout à jours. fait, Vous ouais. allez faire du guinea pig Bah, Ah, pas forcément. Ah, je pense non, à des petits c'est- trucs. Guinea Pig, c'est japonais. C'est japonais, Guinea Ouais. Pig. Catégorie c'est vrai. 3, c'est Ouais. HK, donc C'est vrai, du coup, c'est on vrai. va. Daughter of Darkness, on est Voilà. dans du C'est Par vrai, exemple, ça, voilà. ouais, Red par to exemple. Kill. Ebola Syndrome. Ebola Syndrome, bien sûr. Plus grand film de plus l'univers. grand. On va se faire plaisir. Hermanio Forever. Mais cela dit, ça fait aussi un bout de temps que je milite pour une émission spéciale Japon extrême. Donc, Ah, les justement. Guinea Ah, Pig, mais moi je suis entièrement d'accord. hein. Et c'est donc, pas justement, impossible. Et Japon donc, extrême. justement, Ah Japon bah, extrême. là du coup Japon Extrême et Ichi the Killer on est pas mal. C'est un film donc de Takeshi Miike qui est pour ceux qui ne le connaîtraient pas un réalisateur ultra stakhanoviste. Alors je crois il s'est un peu calmé là dernièrement. Bah, vu qu'il a des plus gros budgets, parce que maintenant il a des budgets énormes. Bah ouais. Au lieu d'en faire 15 par an, il en Ouais. fait 2. Il en fait que deux, ouais, mais trois, il y a eu parce que moi je crois que j'ai un peu moins suivi après la suite de Kraus Zero. Ouais. Donc je sais pas Alors, si c'est là qu'il a commencé En fait- à aborder des plus gros budgets, Ouais. à se calmer un petit peu sur le nawak. Ouais. Donc là il est un peu C'est plus moins rentré dans le rang. C'est moins C'est moins déviant, déviant. ça dépend Ouais. des films encore, mais Ouais. c'est vrai que c'est plutôt lui qui fait les gros films de l'année au Japon. C'est le D'accord. blockbuster, c'est lui qui va le faire et tout. Il Et fait- là c'est quoi son des- dernier des- hit par exemple? Le truc qui a marché, je sais pas, je sais que moi son dernier gros, je crois c'est JoJo's. Ah il a fait JoJo's, Ouais, putain c'est lui mais qui oui a fait bien sûr, JoJo's, ouais. d'accord. On l'avait passé depuis la dernière JoJo's Ouais, et je crois que c'est celui-là son dernier Blade of carton, Immortal, hein, qui a fait Oui, une tout à adaptation fait, de qui est manga. sur Netflix. Yes. Ouais, mec, ouais, voilà. Je crois Bah, qu'il il fait a rien beaucoup fait de, depuis. il fait quasiment que les adaptations de De manga. manga, en ce moment. Si, il a maintenant, fait ouais. une adaptation d'un polar que j'ai vu à Neuchâtel qui est tout pourri, quoi, une sorte de truc genre un polar pour ma grand-mère. Il a adapté ça au cinéma, c'était nul à chier, quoi. Il a fait le film Terraform Mars aussi. Ouais, donc il est vraiment dans le manga. Bah, ça tombe, Ouais. bah, pour le coup, on est dans le bon Oui. exemple, vu que Ichi the Killer est à la base un manga. Et donc, voilà, pour les gens qui le connaissent, je pense qu'il est principalement connu par Audition, peut-être. C'est ce qu'il Ouais. a fait connaître Oui. sur la scène Voilà, internationale. qui En était fait, son c'est- explosion. C'est un au grand réalisateur public. qui a percé grâce au V-cinéma, c'est-à-dire ce moment au Japon où il y a eu toute une vague de cinéma qui a été directement, qui était un peu le direct to vidéo, l'équivalent du direct to vidéo américain, et où il y a beaucoup de Japonais beaucoup de réalisateurs japonais qui ont fait parfois même quasiment des moyens métrages qui sortaient comme ça en DVD. Le cinéma, Xavier Problème, c'est principalement du moyen métrage parce qu'en fait, c'est des films Oui. pensés pour aller à l'essentiel, Voilà. pour satisfaire les fans de magnétoscope qui vont acheter un magnétoscope. Avec un très petit budget. Voilà, pour et le qui veulent le rentabiliser, donc ils veulent des films où ça va à l'essentiel, du cul ou du gore ou les deux ou des trucs. Voilà, Ouais, c'est l'ancêtre du Gonzo. Quoi. voilà, ça va à l'essentiel, c'est vraiment ça. Quoi. Donc ça qui est souvent court les films, les moyens les cinémas. et lui, il y a une époque où il faisait 5, 6, 7, 8 films par an, et où il se distinguait par toujours une scène complètement what the fuck dans le C'est film. ça. Je me rappelle de City of Lost Souls, qui est une espèce de vague polar un petit peu, Le combat de coq. un petit peu existentielle, presque à la Wong Kar-wai déglinguée, puis d'un coup il y avait un combat de coq où des coqs se battaient en À la bullet Matrix, time à la hein. Matrix. Ouais. Et, Il est cool ce film, j'aime bien. Ouais, je me rappelle le Fudo c'était Ah bah oui, les fléchettes. c'était complètement fou de A à Z, mais qui était déjà une adaptation de manga avec des fléchettes crachées par le vagin, avec une vue subjective de la caméra qui était à peut-être l'intérieur coupée. du vagin. Ouais. Alors, plein de trucs comme Un peu ça. un peu de suy-arc avec Mais chez piège The à Killer, emploi c'est et vraiment les baskets. C'est son apogée, quoi. l'apogée de cette époque-là en tout cas. Ouais, je pense parce que on est vraiment dans l'extrême. En fait, on suit une sorte de tueur engagé par des yakuza qui va lui-même essayer d'arrêter un serial killer qui est très dans le découpage, hein, vraiment pour le coup. Et on est tout de suite dans l'univers un peu outrancier et provoque de Miike dès le départ, dans le sens où le titre Le s'ouvre titre, sur une. C'est On la en a plus parlé- belle ouverture de titre. On en a petite parlé il y a flaque pas de si longtemps sperme. en plus. Ouais, Voilà, ouais, une flaque de sperme qui coule dans une plaque d'égout et ça fait apparaître le nom du film Ouais. avec le sperme qui reste. Donc là, tout de suite, on est dans la couleur, hein, Voilà, pour on rester entre gens de bon goût. dans cette idée-là. Alors effectivement, on est dans le
dans le provoque et dans le gore et dans le trash, mais il y a, et c'est assez typique de Takashi Miike, il y a il y a un vrai travail de mise en scène et de réalisation qui est très fort. Il y a d'ailleurs à l'intérieur un personnage joué par Shinya Tsukamoto, et on retrouve de Tetsuo. et on retrouve justement des plans un peu la Tetsuo dans la ville à l'intérieur. C'est vrai que le tout début du film fait beaucoup penser Bon, à Tetsuo, avec le vélo. Ouais. Et donc là, Laurent parlait de temps en temps, il y a toujours, Gozu c'était l'accouchement du Yakuza. Là, dans Ichi the Killer, il y a beaucoup de scènes. C'est que des scènes comme ça. Il y a vraiment une compilation de scènes assez extrêmes où il y a des scènes de torture avec des gens suspendus par des crochets. Où il y a mec coupé en deux dans le sens de la verticale, à la moitié. Il y a une scène qui est pour moi une des plus marquantes où donc il se bat le tueur fou entre guillemets qui est perclus de cicatrices de part en part. Tanabu Asano, l'acteur. Qui est une sorte de de Johnny Depp. Ouais, mais en fait, il fait beaucoup de films un peu barrés et d'auteurs au Japon. Il mélange les deux. Il peut faire des trucs hyper arty et des trucs complètement barrés. C'était lui dans Tabou ? Oui, c'est lui. Ouais, tout à fait. Et donc lui, il joue un personnage assez fou, plein de sadisme et de masochisme aussi du Surtout de masochisme. Ouais, voilà. Parce que l'histoire du film, hein. c'est deux tueurs, un sadique et un maso. Voilà. Et en fait, qui vont finir par peut-être se rencontrer. Et avec pas forcément le résultat donc tous les deux espéraient. Sachant que le sadique, il est hyper introverti en fait. Oui, c'est clair. Mais de toute façon, quand il met son costume, il a donc dans les talons. Des sortes de lames qui sont très bien aiguisées pour le coup, et donc il est dans le découpage total à base de coups de pierre tournés en général. C'est hyper bien foutu. Mais on se rend compte justement que ce personnage-là, le personnage avec les lames, est en fait la marionnette du mec au-dessus qui est donc joué par Shinya Tsukamoto, qui s'en sert comme d'une arme ultime. Et donc oui, il y a pour moi une des scènes la plus marquantes. Donc le personnage du tueur il a des cicatrices partout, au bout d'un moment on comprend pourquoi, et il a donc de part en part de ses lèvres des grandes cicatrices et tenues par des anneaux, et on se dit tiens c'est joli esthétiquement, et ben non, parce que ça a une utilité. On s'en rend compte à un moment où il se bat avec un mec, et le gars donc lui met un coup de poing dans la figure, et en fait le poing rentre dans sa bouche vu qu'il a une ouverture qui le permet. Et il se retrouve avec la main bloquée à l'intérieur, et donc il se fait croquer complètement la main. Donc on comprend du coup ce but. Il y a un gars où il fume une cigarette et la fumée passe par les côtés. Voilà. Et puis le dernier plan du personnage quand il est dans la baignoire quand il est dans la baignoire, avec la mâchoire. Et puis que sa mâchoire s'ouvre complètement, parce que les joues ne retiennent plus le. Parce que c'est tombé. Et alors là on en parle, on a l'impression que c'est juste extrême, mais c'est ce que je disais, il y a des vraies qualités de metteur en scène qui sont inhérentes à Takashi Miike, et surtout esthétiquement, il y a plein de moments où c'est hyper léché. Il y a un vrai travail sur les costumes du personnage et son avancée dans la folie par rapport à ça dans la narration. C'est un film de Yakuza. C'est un film de Yakuza, donc si vous aimez les triades, vous allez être content aussi parce que ça s'envoie dans la gueule avec des mafieux japonais pour le coup. Triade, c'est chinois justement. Ah oui, pardon. Les relous, c'est les. Non, mais disons. Les gens qui avaient tiqué. Important de dire les vrais termes. T'as raison de tiquer. Après la ligue du LOL, la ligue du lourd. Il faut aller dans les vrais termes. Et ce qui me plaît particulièrement dans ce film-là, au-delà de son côté extrême, c'est justement la poésie macabre qu'il y a à l'intérieur. Parce que dans le gore le plus total, on trouve un esthétisme qui peut être joli. Et ça me parle particulièrement parce que j'ai toujours aimé. Il y a du romantisme noir, il peut y avoir du gore romantique noir. Ça fonctionne. Et là, pour le coup, on est en plein dedans. Miike est quand même un mec qui est obsédé du détail, et c'est pas juste un film où il s'est dit bon il va y avoir de la tripaille et tout ça, même si il y en a, il n'y a pas de souci pour ceux qui aiment ça. Le film a cette poésie et ce surréalisme par moment qui lui donne ces qualités là. On n'est pas dans du David Lynch, mais il y a quelque chose d'un peu non, mais surtout en plus c'est vraiment la patte qu'il a apportée quoi. Le manga est quand même extrêmement violent, très cru, voilà. Mais tout ce côté poétique et tout, c'est un vrai film de Miike quoi. Et les effets gore sont, à part 2-3 effets de synthèse, sont quand même très très bien faits. Il y a certains effets de synthèse qui tiennent encore bien. Bon, il y a encore un qui me rappelle vachement quand il se perce les tympans, ça me rappelle la scène du syndrome de Stendhal avec la balle qui passe à travers la bouche. Ça, on est dans du chirurgical, on voit vraiment d'un coup le canal auditif de l'intérieur qui rentre avec l'aiguille. Mais il y a d'autres effets, même en CGI, qui fonctionnent encore bien. Et je suis content que des autres disent que c'est un staccanoviste de Miike, parce qu'il a une sale réputation en France, je sais pas pourquoi, de gens qui disent que c'est un branleur, qui torche mal ses films. En fait, ils ont confondu l'époque où il faisait beaucoup de films, et malgré le fait qu'il en produisait beaucoup, franchement ça avait vachement de la gueule,
à des films comme ça hyper maîtrisés. Et maintenant, les films qu'il fait, par exemple, c'est irréprochable à tous les points de vue. Il est vrai que certains journalistes à une époque en France, Ouais, il était descendu, et je sais pas pourquoi. dont des journalistes de Mad Movies. Ouais, il était pris en grippe, alors que pourtant, enfin, tu vois, chez The Killer, ça a plein de qualités. C'est tourné dans l'urgence, donc forcément, ça n'a pas la même tenue, c'est pas les mêmes budgets que plein de trucs, mais franchement, ça se tient vachement bien. Ah, Comme ça tu se tient dis, super et bien. le mec a un point de vue, c'est un vrai réalisateur, un vrai auteur. Il y a une direction, il y a quelque chose quelque chose qu'il veut exprimer, qu'il le fait très bien. Et t'as dit un truc très juste, t'as dit qu'il y a toujours une scène En fait, moi j'ai tendance à rapprocher Mickey de Jess Franco, dans le sens où c'est tous les deux des boulimiques de tournage. Ouais, ça se tient. Et un Franco ou un Mickey, il y a toujours une scène, un truc qui fait que tu te diras j'ai pas perdu mon temps. Non, en fait. c'est sûr, il y aura une scène qui en fait, je pense que, tu vois, on parlait de moments forts dans la BD ou ailleurs et tout, mais je sais que, à mon avis, quand il lit son scénar, à un moment, il se dit, bon, bah, il y aura une scène qui sera hyper impactante et elle sera là. Après, les gens, ils diront ce qu'ils voudront, mais ce truc-là va faire que ma patte, il sera. Gozu, par exemple, tout le monde se souvient de la naissance, des choses comme ça. C'est complètement. Tu as jamais vu ça au cinéma, quoi. Et donc ouais, si vous connaissez pas Takashi Miike et que vous aimez justement le côté qui peut être extrême, qui peut aller très loin, mais qui malgré tout peut garder un côté poétique baroque, vous êtes chez vous. Et pour voir le film, donc pendant très longtemps, il y avait plusieurs DVD qui circulaient. Il y en avait un qui était uncut en France, un en Hollande qu'on a beaucoup connu, qui c'était le DVD le plus uncut. Et le film a été montré et restauré récemment dans des festivals aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que je pense qu'une édition Blu-ray de bonne qualité va bientôt sortir. Parce qu'il y a déjà un Blu-ray qui est dégueulasse. Il y a une restauration 4K voilà. avec version intégrale, enfin Director's Cut. Ouais, dans l'année normalement. Et au ratio d'origine voulu par Miike, 1,85. Parce que moi ça m'intéresse. Moi j'ai l'édition DVD où t'as avec le dessin animé. Ça c'est la bonne. C'est la version qu'on a eu en France. Ça c'est la uncut. Ça c'est le premier avec le premier dessin animé qui est une sorte de prologue. Mais c'est uncut. Mais c'est uncut. Ça c'est la plus uncut en possible. France on n'a pas connu. Okay. En fait, c'est ailleurs. Quand le film est sorti, en fait, beaucoup de gens comme moi, on l'a acheté en DVD hongkongais parce que c'était moins cher, mais il manquait un quart d'heure. Et pendant longtemps, il y avait plein de versions qui n'étaient pas vraiment complètes. Et la première version, c'était la version hollandaise, je crois, si je me trompe bien, puis le DVD japonais. Et puis après, cette version française, je crois, sortie chez Cubic Video, il me semble, était un cut. Mais voilà, il y a un Blu-ray dégueulasse pour le moment. Faut attendre que ça. C'est surtout que Laurent a parlé de Director's Cut et du coup, est-ce que ça change quelque chose Je suis pas sûr parce que j'ai pas les détails, mais moi, c'est en tout cas ce que j'ai lu. J'ai lu un communiqué officiel en fait qui présentait cette restauration et qui disait le film est dans la version intégrale Director's Cut, ratio 1,85, restauré 4K. Voilà. C'est très intéressant. Et un dernier mot, c'est vrai que moi c'est ça aussi qui m'avait particulièrement plu, du fait que tous les personnages dans It is the Killer sont tous un peu fous, et au final tout le monde devient un peu normal. C'est-à-dire qu'il y a une norme qui s'installe dans cette folie et les trucs qui sont vraiment over the top sont over. Mais sinon, du coup, tu peux accepter ça. Même les gosses sont pas normaux dans ce film. Il n'y a rien qui va. On vraiment. rappelle que ça commence par une flaque de sperme. Tout à fait. Tout est dit à ce moment-là. Et une scène de viol un tout petit peu avant déjà. Ouais. Donc, moi je l'ai pas vu, donc vous m'avez bien donné envie. ça. C'est un film, enfin quand t'es fan de genre, c'est un film à voir. D'accord. C'est tellement. Ça met un tout petit peu de temps à démarrer. Ouais, un poil, mais après voilà, quand c'est parti. Mais quand c'est parti, c'est parti. Disons que s'il y avait un QCM de qu'est-ce que t'aimerais bien voir, je pense que ça remplit beaucoup de cases. Là. Check. Ok, on termine en musique. Dedo, c'est toi qui as choisi la bande originale qui va clôturer ce podcast. Parle-nous de ton choix. Alors j'ai beaucoup hésité parce que je suis aussi fan de score en général de films. Et dans justement ce qui me parlait le plus, alors qui pouvait allier le genre, le côté orchestral en composition avec des choses qui peuvent... Moi je suis très fan de John Barry, donc je suis allé chercher déjà vers quelque chose de plus orchestral qu'autre chose. Et dans les films après qui m'ont ramené à mon enfant, je me suis dit Dark Crystal peut un petit peu allier tout ça. Donc du coup, le thème de Trevor Jones, en termes de touchant, grandiloquent et assez magnifique, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, d'ailleurs, Dark Crystal, il y aura une série dans l'année sur Netflix qu'on attend tous, je pense qu'on est malade. Réalisé par Louis Leterrier. C'est Louis Leterrier qui réalise, je savais pas. Et ils vont refaire une musique ou ils vont garder le thème d'origine? Ça, je sais pas, mais je pense que ça va être dur de s'écarter. T'as des photos, je crois déjà. Il y a 2-3 premières photos. J'ai vu 2-3 trucs, ça a l'air joli, quoi. Il y a l'air d'y avoir une attention. Parce qu'il faut savoir que ce sera pas des images de synthèse, ce sera à nouveau des marionnettes, etc. Et c'est le fils de Jim Henson d'ailleurs qui supervise tout ça. Mais l'attention aux détails visuels a l'air assez folle.
Et avant d'écouter la musique, on va te remercier à nouveau d'être rejoint à notre Merci. équipe. pour ce Merci beaucoup. podcast. J'ai passé un très bon moment à pouvoir parler de plein de passions. Ouais. On salue quand même Talal qui n'a pas pu se joindre à nous sur cette émission. On t'aime, Talal, t'inquiète. Voilà. Oui. Ouais. Et donc Il on sera rappelle avec nous que la prochaine fois. ta BD est dans toutes les bonnes librairies, White Spirit. Ouais. Et si À on lire. veut d'autres BD de Dedo, il faut qu'elles se vendent un Ouais. max. Ouais. Et Alors, si on a d'autres projets, on te réinvitera bien sûr Avec pour en plaisir. parler. Je reviens et j'espère qu'il y aura les mêmes Madeleines. Et Dedo vient quasiment depuis, je l'ai dit tout à l'heure, mais il vient depuis le début du pif, Oui. spontanément, en Oui. tant que spectateur, il vient à chaque Il fois voir paye des sa films. place. Il vient voir- non mais il vient voir des c'est Ah faut le oui. dire quoi, il est fan de ça, et il est content de venir voir des films d'horreur. Ça triche pas. Voilà, c'est un vrai de vrai quoi. Bah merci, à bientôt. Merci à vous.